Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Et merci de saluer toutes les grandes communautés camerounaises qui nous regardent très loin hors du Cameroun. Et merci de rester proche bien évidemment de la chaîne du peuple qui chaque jour s'emploie à vous servir de la plus belle des manières. 10-12 le Zénith, le talk show d'information mais surtout d'actualité qui gravite autour du Cameroun. Nous en parlons comme chaque matin avec un ton aussi léger mais surtout nous tentons de rester proche du peuple avec le langage qui sied. Nous vous saluons et vous souhaitons encore la bienvenue. Charlamagne Bathiou, Bonbon Bengan, malheureusement qui n'est pas présent ce matin, oui, remplacé par Donald Brice Kamgang, Karine Santia et Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Encore ce matin, vous serez servis. Bonjour à vous, bonjour à tous. Charlamagne Bathiou, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au chef du village Tondé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a réussi à ramener le calme et la paix dans le village Tondé à cause des individus mal famés, des individus tapis dans l'ombre qui s'opposaient au principe de réhabilitation de la chefferie de 3e degré du village Tondé par le préfet du CAM en date du 16 septembre 2020. Ils ont voulu créer le désordre dans le village. Dieu merci, les populations sont restées sereines, il y a la paix et tous sont derrière le chef. Voilà ce qu'on attend des autorités traditionnelles, celles-là qui savent ramener la paix, celles-là qui militent pour la paix et celles-là qui restent unies. Donc tout ce qui était dit concernant le village Tondé, véritablement, n'était peut-être pas fondé. Le village Tondé, c'est un chef. Bravo à vos majestés. Merci infiniment, Charlamagne Bathiou. Il faut rappeler que le village Tondé, c'est dans la localité de Yabassi, effectivement. Yabassi, dans le CAM. Et voilà, dans le CAM. Et nous saluons bien sûr nous saluons justement Sa Majesté pour les efforts fournis, mais surtout la paix retrouvée. Et nous rappelons effectivement qu'il n'y aura pas de marche. Aucune marche ne sera organisée pour s'insurger de quoi que ce soit dans la localité justement de Tondé. Allez, Donald Brice Kamgang, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Gatchou, bonjour à nos téléspectateurs. L'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, a posé son regard sur le processus électoral, notamment la présidentielle qui aura lieu demain en Côte d'Ivoire. Nous avons perçu dans la sortie de Laurent Gbagbo une volonté d'apaisement, une volonté de consensus entre les divers acteurs de la classe politique ivoirienne. Vous savez que depuis au moins une dizaine d'années, Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié dominent la classe politique et sont à l'origine des tensions que la Côte d'Ivoire connaît depuis au moins une dizaine d'années aujourd'hui. Alors, à côté de cette volonté de consensus et de dialogue qu'on a vu dans cette sortie hier de Laurent Gbagbo chez nos confrères de TVC Monde, il nous a semblé également que Laurent Gbagbo devrait pouvoir envisager la Côte d'Ivoire au-delà de ces trois personnalités qui cristallise des tensions dans le pays. J'ai cité Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara et lui-même Laurent Gbagbo. Et on va justement le dire, Laurent Gbagbo qui hier soir a trouvé opportun de faire une sortie sur les antennes de TV5 Monde, chez nos confrères bien sûr TV5 Monde avec notre consoeur Denise Epoté-Durand, dans une interview qui a duré un bon petit moment. Il a justement déclaré que si tout se passait comme le voulait Alassane Dramane Ouattara pour ces élections à venir en Côte d'Ivoire, on risquerait bien évidemment la catastrophe et il est important de dialoguer, surtout il faut dialoguer pour marteler et reprendre les propos de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Mais il faut bien évidemment reconnaître que la crise il risquerait d'avoir une escalade de violence en Côte d'Ivoire si tout n'est pas fait pour qu'enfin ce qu'on a connu en 2010 ne puisse pas se reproduire en 2020. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Karine Santia, bonjour, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs, un bonjour particulier aux artistes camerounais qui prévoient une manifestation publique à Yaoundé au lycée bilingue des Sauces le 1er novembre prochain. C'est une manifestation qui a reçu l'autorisation
du sous-préfet de la localité, et ce qui nous pousse aussi à nous poser des questions. Pourquoi les autres qui marchent sont autorisés et d'autres ne sont pas autorisés? Maintenant, on peut continuer avec cette autre manifestation qui sera plutôt un grand concert le 7 novembre prochain à Boya. Les artistes prévoient un grand concert pour la paix, baptisé Debout pour la paix à Boya le 7 novembre prochain. Voilà, qui commence quand même à faire action dans le champ artistique au Cameroun. Ce n'est pas très tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Et bien évidemment, il faut le dire aussi, Karine Santia, que le dilatoire du gouvernement dans l'affaire Camto aujourd'hui, la délégation générale à la sûreté nationale et le ministère de l'administration territoriale ont produit leurs conclusions ce jeudi, tandis que le secrétaire d'État à la Défense n'a pas fait le déplacement pour le tribunal de première instance de Yaoundé. Comment comprendre en même temps ces réactions et cette attitude aujourd'hui, bien évidemment, du CED qui, dit-on également, maintient et détient en ce moment illégalement les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notamment Olivier Bibounessak ou encore le professeur Alain Foguet. Qu'est-ce qui se passe? Madame, Messieurs, gardons les yeux rivés, bien évidemment, sur la politique camerounaise. Dominique Audrey Oyengelek, j'arrive enfin. Bonjour à vous et bienvenue. Donald, Dominique, c'est, voilà, il faut me comprendre. Voilà. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Malheureusement, hier, beaucoup de Camerounais sont passés à côté d'un anniversaire triste. Souvenez-vous, c'était un 29 octobre 2019 que la ville de Bafoussam, à Anguaché, a connu ce glissement de terrain qui a fait énormément de morts. La question qu'on est en droit de se poser ce matin, c'est de savoir que sont devenus les rescapés de ce glissement de terrain. Et où en est-on avec le projet initié par le journaliste Alain Foka? Oui. Où en est-on avec les constructions des maisons? Et que sont-ils devenus, tout simplement? Alors que nous parlons bien sûr d'un retour à la paix dans les régions anglophones, Madame, Messieurs, aujourd'hui, on va faire revenir à Douala, dire que André, Blaise et Sama a à nouveau été arrêté il y a quelques jours, embastillé par les forces de médecins de l'ordre, aujourd'hui détenu dans une cellule pendant 3 jours, la moto à nouveau confisquée. Comment expliquer justement ce rapt, mais surtout cette façon d'agir sur un civil, un citoyen camerounais qui ne demande qu'à vivre? On en parlera bien évidemment dans le courant de l'émission 10-12 au Zénith. Mais surtout, on reviendra sur la question concernant Mamadou Mota et compagnie, Serge Blanc-Konana, Wilfried Sioué libérés. On dira en même temps, ils ne sont pas encore libres, mais depuis hier soir, des annonces faites nous laissent comprendre que ceux-ci ont été, les charges qui pesaient contre eux, finalement, ont été mis de côté. Donc Mamadou Mota, le deuxième vice-président, le premier vice-président bien sûr du mouvement pour la renaissance du Cameroun, risquera de retrouver sa liberté dans les jours à venir. Pourquoi seulement maintenant, au moment où le professeur Maurice Kamto est détenu chez lui, on va dire maintenu en résidence surveillée, choisir de le libérer? Qu'est-ce que le gouvernement veut transmettre comme message? Restez des nôtres, on en parlera dans cette édition de 10 Zénith avec vous. Sur Mamadou Mota, il est reconnu non coupable pour 4 chefs d'accusation ainsi que 162 autres personnes. Ils ne seront libres qu'en début 2021. Effectivement, on devrait en parler. D'ailleurs, on en parlera au courant de l'émission. L'histoire de ce matin, Madame, Messieurs, vous aussi, vous avez votre avis à y émettre sur les plateformes 10-12 Le Zénith ou encore Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook, pourquoi pas au contact qui s'affichera au bas de l'écran. L'histoire du jour. L'histoire de ce matin est celle d'un jeune homme âgé aujourd'hui de 25 ans qui écrit au monsieur sur le plateau. Il raconte que l'histoire commence lorsqu'il avait 18 ans. Et tout a commencé là, j'avais des fréquentations douteuses et j'ai commencé à me perdre. Dans cette perte-là, je me suis lancée dans l'alcool, dans les sorties tous les soirs. Tous les soirs, j'étais dans des fêtes avec des amis. On buvait, on fumait et à cela s'est ajouté le sexe avec les femmes. Et à 19 ans déjà, j'avais déjà 3 enfants avec 3 filles différentes. Malheureusement, je n'avais pas suffisamment de moyens pour pouvoir m'en occuper et chacune se battait comme elle pouvait. Mes parents, dans la mesure du possible, ont essayé de me ramener sur le chemin et honteusement, je vous l'avoue, j'ai battu sur mon père.
Et à plusieurs reprises, j'ai posé cet acte. Lorsque ma mère a voulu s'interposer une énième fois à cette bastonnade que j'infligeais à mon paternel, ma mère a reçu quelque chose parce qu'elle également, je l'ai frappée. Mes petites sœurs également en ont reçu des coups. Parce que tout le monde essayait de m'arrêter lorsque j'étais en colère, lorsque je buvais. Et de temps à autre, je sortais de la maison, je faisais une semaine et je revenais. Et un jour, je suis partie, je ne suis plus revenue. Donc, le téléspectateur nous dit qu'il est parti de la maison à l'âge de 21 ans. Et 4 ans après, puisqu'il a 25 ans aujourd'hui, plus rien ne va dans sa vie. D'ailleurs que rien n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais pu avoir un travail stable. Il n'a jamais pu se poser, avoir une relation. Il est allé de maladie en maladie en maladie. Et il dit qu'il a eu un songe. Et dans ce songe, on lui dit, va demander pardon à tes parents. Le jeune garçon nous pose la question de savoir, est-ce que les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, depuis 4 ans, sont liés à la malédiction de sa mère ce jour-là? Parce que en partant de la maison, sa mère l'a maudit. Elle s'est déshabillée et elle lui a dit, va, je te maudis, tu n'es plus mon fils, plus jamais je ne veux te revoir chez moi. Donc le jeune garçon demande, est-ce qu'il ne devrait pas rencontrer un pasteur, parce qu'il a déjà acheté une Bible, est-ce qu'il ne devrait pas rencontrer un pasteur qui va pouvoir le délivrer du mauvais œil, comme il l'a dit? Est-ce que ce sont ses parents qui sont en train d'agir, ou il y a les paroles de ses parents qui sont en train d'agir sur lui? Et comment faire, comment se faire pardonner par des parents qui ne veulent plus nous voir 5 ans après? Mais surtout, comment se réinsérer dans la société. C'est très important parce que dans la préparation de cette émission, nous l'avions lu, ce jeune-là, qui semble perturbé effectivement par la situation. Il veut absolument se faire pardonner, mais voilà, des orientations, des encadrements, est-ce qu'on en aura? Peut-être vos conseils également, madame, monsieur, pour vous qui nous regardez ce matin. Nous les attendons. Qu'est-ce que vous lui dites en même temps? A-t-il pris conscience ou pas? Karine Santia, comment vous l'appréciez l'histoire de ce matin? Moi, je ne sais pas s'il a pris conscience, mais s'il commence déjà quand même à penser, à demander pardon, ça veut dire que ça arrive, ça vient. Mais il a fait des bêtises que plusieurs enfants font de nos jours. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ou alors c'est la société qui entre progressivement dans une déliquescence sans pareil et qui se montre déjà par ce genre de violence. C'est une délinquance qui n'est pas assez contrôlée. Tout dépendra, comme il a dit, il a eu des compagnies, ça dépend de l'environnement dans lequel il a grandi, les quartiers dans lesquels les parents vivent avec les enfants. Parfois, vous êtes dans un quartier, vous êtes bien, et puis vous arrivez dans un autre, vos enfants se perdent. Parfois, vous êtes dans un quartier, vous n'êtes pas bien du tout, vous changez de quartier, et puis vos enfants commencent quand même à changer aussi. Mais parfois, vous êtes dans un quartier et puis vous pensez être bien et pourtant ce quartier sécrète un vrai crabe avec lequel vos enfants vont vivre. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui ont changé certains enfants. Les enfants qui étaient normalement, quand ils étaient petits, ils étaient posés et tout. Mais dès qu'ils arrivent au lycée, pap, ils changent. Ils commencent à porter la tenue, ils marchent avec des élèves qui sont un peu plus grands, ils changent d'attitude, ils vont à l'école quand ils veulent, ils arrivent toujours en retard et tout. Donc, c'est des comportements qu'il faut observer. Et parfois, les parents n'arrivent pas à mettre la main sur la cause. Du coup, quand on ne met pas la main sur la cause, les conséquences sont néfastes comme ça a été avec ce jeune homme. Et je peux vous assurer que un enfant, ce genre d'enfant, quand il arrive à battre sur ses parents, c'est même pas lui en fait. Il a bu, il s'est drogué, il s'est shooté et autres. Du coup, il n'est même plus capable de raisonner. Il a perdu le sens de la raison. Et à ce moment-là maintenant, si on avait autour de nous des centres sociaux capables de prendre en charge ce genre d'enfants, c'est là-bas que les parents les auraient confiés. Ou encore, comme on disait à l'époque, dans les centres de cadrement militaire et autres. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'il faut rentrer dans l'essence même de ce qu'il a été, il va falloir qu'il se fasse une grosse culpabilité. C'est-à-dire que un mindset, comme on le dit souvent, quand il va faire ce mindset, il va se rendre coupable de tout ce qu'il a fait à ses parents parce que un enfant, que vous soyez conscient ou pas conscient, si vous réussissez déjà à porter la main sur vos parents, ça devient autre chose. Ce n'est plus pareil. Même quand votre papa veut vous frapper et que vous attrapez sa main, vous l'avez battu. Bon. Je parle des choses contextuelles. Je ne suis pas en train de m'occidentaliser quand il parle de ça. Non. Monsieur Bachou. Non. Si papa ou maman si votre papa lève la main sur vous et puis vous arrêtez sa main, vous l'avez frappé. Ils disent qu'on les a frappés. Ça, c'est grave.
Je parle sous le contrôle des parents qui nous regardent. Parce que, généralement, ils préfèrent que vous fuyiez que d'arrêter la main. Que vous esquiviez que d'arrêter la main. Que de vous protéger. Parce que si vous protégez, ça va lui faire mal. Et là, vous l'avez frappé. Maintenant, le jeune homme, ce qu'il peut faire à l'instant, je ne pense pas que sa réponse se trouve chez un pasteur, mais je pense que sa réponse se trouve plus auprès de ses parents. Il faudra déjà qu'il aille rencontrer son papa et sa maman, mais qu'il commence d'abord par maman à démontrer. Tous les enfants qu'on jette, on reprend. Toutes les mamans qui jettent les enfants dans la poubelle jusqu'à ce que les gens récupèrent, à un moment donné, elle revient au lieu de la poubelle pour se rassurer que son enfant a été ramené dans une vraie famille. Et après, elle fait tout pour retrouver son enfant. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une poubelle pour jeter les enfants. Il peut toujours se rapprocher de maman d'abord. Peut-être que papa ne sera pas très ouvert. Il se rapproche de maman, il commence à demander pardon. Je dis, le genre là, quand vous venez, le genre là, je vous donne déjà les astuces. Il arrive, s'il y a une cour, il commence à la cour étant à genoux, il pleure. À genoux à la cour, il marche à genoux. Donc, c'est à genoux qu'il arrive devant maman et il pleure. Il demande pardon. Sincèrement. Sincèrement, ce n'est pas des larmes de crocodile, c'est des vraies larmes. C'est le genre, quand vous arrivez, même le fait que maman vous regarde, vous commencez souvent à pleurer. Parce que c'est un grand moment pour lui. Donc, il devra commencer par là. Maintenant, c'est oui. Voilà. Et à partir de là, maman saura comment l'introduire encore devant papa. Très bien, merci beaucoup Karine pour votre proposition ce matin, mais surtout dans l'espoir que les jeunes qui nous regardent ce matin et qui certainement un seul jour auraient eu l'intention de porter la main sur leurs parents, qu'ils sachent absolument que c'est puni, c'est punissable, c'est dangereux, c'est inacceptable et voilà. Donna Brice-Kernan, nous vous écoutons. L'histoire de ce matin, comment aider ce jeune à se retrouver? Bon, d'abord de fait, cette histoire nous permet de voir les conséquences désastreuses que l'alcool et la mauvaise compagnie peuvent avoir sur la trajectoire d'un jeune. Et oui, justement, cette histoire, vous le rappelez tout à l'heure, parle aux jeunes qui nous écoutent ce matin. Mais aussi, il faut dire que l'éducation d'un enfant est le fruit de ce que lui a donné les parents. Donc aujourd'hui, si cet enfant a ses inconduites, c'est quelque part aussi parce que les parents n'ont pas su le prendre en main. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il a dérapé, est-ce que ces dérives ont commencé, mais d'une façon ou d'une autre, les parents ont une part de responsabilité dans ce qui est survenu, dans ce qui est arrivé à cet enfant. La description que Dominique nous fait ce matin nous permet de voir qu'il a fait amende honorable, puisqu'il cherche aujourd'hui les voies de réconciliation avec ses parents. À 18 ans, peut-être que son niveau de maturité ne lui permettait pas encore de prendre la mesure de la gravité de ce qu'il posait comme acte, notamment en battant sur ses parents. Je ne sais pas s'il était déjà mature, s'il était déjà conscient de ce qu'il posait comme acte. Mais tout porte à croire qu'avec le temps, il a dû comprendre que battre sur son père, sur sa mère, c'est l'une des choses les plus inacceptables qui puisse arriver à un jeune. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas que les parents ont intérêt à ce que ces errements-là continuent, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver une âme sœur, à avoir un bon boulot, à être stable. Il faut déjà condamner peut-être l'acte du garçon, parce que quoi qu'il en soit, je ne pense pas que même les bad boys, pour beaucoup d'entre eux, porteraient la main quand même sur leur maman ou sur leur papa. Est-ce que ces bad boys-là avec qui fonctionnent ne lui ont pas dit à un moment donné, mais cher ami, tu allais plus loin que ce que nous faisons habituellement, que nous, ici sur le plateau, nous ne validons pas? C'est par là que j'ai commencé, mais il faut aller au-delà de la condamnation. Je disais, s'il a pu fréquenter des bad boys, c'est quelque part parce que l'encadrement parental a failli, d'une façon ou d'une autre. Donc le parent est la victime de ce que lui-même a produit. Voilà, il a une part de responsabilité parce que de toutes les façons, on n'est pas condamné à avoir une mauvaise compagnie, mais à 18 ans, on est encore sous la coupe des parents. Et donc, il y a une part de responsabilité des parents à ce moment-là où la délinquance, la dérive a commencé. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est avec le temps, est-ce qu'il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bien? Ce qui se passe aujourd'hui avec lui semble nous permettre de dire oui. Et comment est-ce qu'il faut organiser cette réconciliation? Il faut d'abord justement qu'il prenne acte et qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait depuis longtemps n'était pas bien. Les parents n'ont pas intérêt à voir un enfant qu'ils ont accouché
errer ainsi, échouer dans la vie parce qu'il les a battus à un moment où il n'avait peut-être pas toute la conscience nécessaire pour comprendre la gravité des actes qu'on est capable de poser. S'il a vu un pasteur, un prêtre, c'est l'une des voies effectivement pour organiser une réconciliation avec ses parents. Il faut qu'il le fasse. Est-ce que c'est quand même une chance? Parce qu'en fait, vous savez, les mots sont des mots. Hein. Quand une maman va jusqu'à se déshabiller, pour nous en Afrique, et même pour l'humanité, c'est très grave quand même, Donald Brice. Oui, je peux comprendre. À ce moment-là, j'imagine le niveau de dépit et de résignation dans lequel les parents étaient trempés. Mais je ne suis pas sûr qu'avec le temps, les parents se sont dit que c'était une bonne chose de le faire. Il n'y a pas de parent dans le monde qui souhaite voir son enfant échouer. Je ne pense pas que, logiquement, il y a un père qui prie tous les jours pour que son enfant échoue. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il a 25 ans et qu'avec 7 ans de plus, il a dû comprendre qu'il était sur le mauvais chemin. Très bien. Alors, Dominique Audrey, est-ce que le pasteur, est-ce que le prêtre, d'ailleurs Donald vous a très bien dit, c'est peut-être une première voie, c'est des médiations qu'il peut mettre en place pour pouvoir retrouver une société normale. Quelles sont les chances pour ce garçon de se retrouver, de faire la paix avec ses parents, mais surtout de voir sa vie se refaire bonnement? Je suis pour les méthodes directes et rapides. Les intermédiaires, généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc qui ne demande pas au pasteur d'aller rencontrer ses parents pour que le pasteur ou bien le prêtre vienne avoir comme le pouvoir de décision pour que son père ne puisse pas parler. Parce que malheureusement, dans nos familles aujourd'hui, lorsque vous mettez en avant le personnage qui incarne l'Église, on a tendance à se taire et à accepter ce que la personne en face nous dit, le pasteur ou le prêtre et tout ce que vous voulez. Ils ont tendance à dire et en face, on accepte simplement. Donc il ne faudrait pas que ses parents soient dans cette logique-là, que parce que le prêtre ou bien le pasteur a demandé que je pardonne à mon enfant, je vais le faire. Il faudrait qu'il sente le besoin de le faire pour se réconcilier avec cet enfant-là. Aujourd'hui, Michel, le problème ne commence pas lorsque l'enfant a 18 ans. Ça commence un peu plus tôt. Lorsqu'un enfant en bas âge, un enfant d'1 an, 1 an et demi, commence à taper sur sa mère, que la mère a dit non, ne sors pas, tu ne sors pas, va t'asseoir là-bas, l'enfant se lève et vient taper. On dit, ah c'est un enfant, ça va passer, quand elle va grandir, elle va arrêter. Non. Non, l'enfant ne devrait pas avoir ce genre d'idée. C'est-à-dire des enfants qui, lorsque maman dit, ben, vous avez très bien, juste pour reprendre, allez, non, je ne pars pas, le doigt dans la bouche, il ou elle tape, voilà. Et maman dit, bon, forcément, c'est un enfant, ça passe. Oui. Donc, d'autres disent non, que ça ne fait pas mal. Tout part de là. C'est un enfant, ça, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça fait quelque chose, parce que M. Batou l'a dit ici hier, les enfants sont des psychologues, ils savent ce qu'ils font. À 3 ans, vous avez accepté que l'enfant tape. En montant, il va grandir. Après, ce sont les pieds que l'enfant va taper lorsque vous allez l'envoyer. Après, l'enfant va vous dire non, je ne pars pas. Parce que l'enfant sait que plus jeune, lorsqu'il faisait, maman laissait. Et aujourd'hui, on en arrive là à un enfant qui a 18 ans. Je me demande bien pourquoi il n'y a pas eu de voisin suffisamment fort pour le rosser correctement. Est-ce que maman aussi a eu la facilité, enfin le cœur facile ou le cœur, on va dire, bien trempé pour dire, bon d'accord, le voisin peut corriger ou rectifier. Alors qu'elle ne met là en train de subir les cas coups. de dérive. Non. Mbambok dit souvent que l'enfant, du moins à une certaine époque, l'enfant était l'enfant de la communauté. Et vous imaginez une communauté où un enfant de cette communauté tape son parent et que tout le monde reste tranquille, on dit que ah, c'est entre eux là-bas, ce sont les enfants, chacun vient et guette par la fenêtre et après il rentre chez lui. Non, on devait le fesser. On devait bien le fesser. C'est-à-dire que le quartier devait se lever sur lui. Correctement et bien. Parce qu'un enfant normalement constitué ne peut pas taper sur son parent. Ouais. Vous voyez, en grandissant, chez nous, chez moi par exemple, même le jour où je voulais même parler mal aux voisins, même si j'avais raison, c'est moi qui étais reprise. Parce qu'on estime que tu es trop jeune pour parler à telle personne de cette façon. Oui, tu dois t'exprimer, mais pas de cette façon. Combien de fois donc taper son parent? Donc, ça ne devrait pas se faire aujourd'hui. Oui, il est à mal, mais moi, je me demande si c'est vraiment sincère ses excuses aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que dans le songe, on lui a dit, va demander les excuses pour qu'il aille demander? Est-ce que ça vient vraiment de lui? Est-ce que sa mère lui manque? Est-ce que ses frères, son père lui manque? Comment ça va se passer si son parent meurt aujourd'hui? Il viendra en tant que garçon se placer où? Il dira quoi?
Il vient là parce qu'on lui a dit non, vraiment, il faut aller. Pour que ta vie marche, va demander pardon à tes parents. Est-ce que c'est sincère? Donc, je pense que lorsqu'on pose des actes et quand on regrette, il faudrait que ça vienne du fond et pas parce que c'est intéressé. Donc, ce garçon qui ne cherche pas d'intermédiaire ou peut-être les gens de la famille, des oncles qui pourront permettre qu'il entre, mais d'abord qu'il accepte. Parce qu'en allant là-bas, ses parents lui diront « Tu as fauté, tu as fait ceci, tu as refusé d'aller à l'école. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un travail. Tu as refusé de faire tel, tous tes enfants sont morts. C'est de ta faute. » Donc, qu'il soit à même d'entendre qu'il a fait de mauvaises choses et après, il pourra se reconstruire avec l'appui de ses parents, bien entendu. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Ça Pourquoi nous renvoie... vous pensez qu'il agit sous l'emprise des autres? Je pense qu'à 25 ans, on est suffisamment mature pour comprendre ce qui est bien ou mauvais pour soi. Parce qu'on n'a pas, justement, c'est parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de situation stable et qui fait un songe, on lui dit va demander pardon à tes parents. Maintenant, il veut y aller. Pourquoi à 24 ans, il n'avait pas de travail, il ne s'est pas posé Espérons surtout qu'il est sorti de la drogue, hein, espérons-le. Bon, c'est vrai que c'est pas Je facile, voudrais rapidement faire le lien avec, pour nous qui regardons les séries, il y a eu une série qui est baptisée Scandale, où dans un épisode, il y a eu cette fille qui se fait couper l'oreille et mentant justement son papa, qu'elle a été agressée, prise par des terroristes, entre guillemets, et demandons justement à ses parents de mettre l'agence à disposition. Les parents ont tout fait pour mettre l'agence à disposition pour la délivrer. Alors on se rend compte plus tard que c'est la fille qui a elle-même monté le coup au point de se couper l'oreille. Alors, le parent revient, les parents reviennent voir la fille à un moment donné quand ils se rendent compte que le fait a été commis. Qu'est-ce qu'on lui dit? Choisir entre l'argent et la famille. Elle a choisi l'argent et abandonné la famille. Alors, est-ce que fondamentalement, Charlemagne Bathiou, peut-être vous pensez cette image, la responsabilité parentale dans l'éducation des enfants entre 0 et 10 ans, n'est-ce pas le moment nécessaire pour les parents d'ouvrir plus que jamais l'œil sur les enfants, voir la compagnie, quel que soit le quartier, parce que le quartier c'est une raison, ou bien l'environnement. À l'école, mais l'enfant peut... tout, c'est le parent quand même, Charlemagne. D'abord. Monsieur Michel Ngatcho, vous connaissez la position des Bantous. Oui. De 0 à 10 ans, un esclave, il exécute toutes les tâches qui lui sont confiées sans hésitation ni murmure. De 10 à 20 ans, il est disciple. De 20 à 30, il est un ami. Et de 30 ans plus, vous êtes un conseiller pour lui. Je suis content de tous ceux qui appliquent cela dans leur famille. Ils seront heureux. Faites de votre fille une reine. Elle sera malheureuse dans son mariage. Faites de votre fille une servante. Elle sera la plus belle de toutes les femmes dans son foyer. Donc, partant de ce principe, M. Michel Ngatcho, on est dans la vague de 10 à 20 ans. L'enfant est disciple. Disciple de tout. Disciple de la télévision, disciple de ses amis, il est disciple même de ses parents. Donc, il doit être en principe le disciple de ses parents. Dans l'agencement ou l'orthodoxie traditionnelle, il y a Dieu, il y a les parents, M. Michel Ngatcho. C'est les deux ordres. Il y a Dieu, il y a, si vous voulez, le père et la mère. Le Dieu peut être transcrit, vous savez que chez les Bamileke, il est strictement interdit de tuer le crapaud ou la grenouille. Quand vous tuez la grenouille, vous devez dormir 9 jours à même le sol. Parce que c'est par la grenouille que beaucoup de choses, si vous parcourez l'histoire de la genèse du monde, c'est par rapport à la genèse. Bamileke, la création du monde, non, la création du monde Bamileke, c'est par la grenouille que le message était arrivé. Ouais. Si vous allez dans le Mbam, on va vous dire la tortue, elle, on ne veut pas sentir la tortue. Si vous descendez chez les Ekans, on va vous dire non, le bois, on avait traversé la Sanaga. On a rattaché cela, M. Michel Ngatcho, à une histoire. Après ça, c'est le père. Le père est considéré comme la racine, la mère comme l'arbre et les feuilles qui donnent les fruits, M. Michel Ngatcho. Si nous avons de mauvaises racines, elles ne pourront pas puiser suffisamment d'eau, qui ne donneront pas de fruits à travers la mer. C'est le père qui impulse, la mère suit. Voir un enfant, un père pleurer, M. Michel Ngatcho, chez les Bantous, ça entraîne deux questions. La première question, est-ce que c'est véritablement l'enfant de ce monsieur? C'est la première question. Le voir pleurer? Je dis, un enfant qui frappe son père, si vous voulez. Ah, très bien. On pose la première question, est-ce que c'est l'enfant de ce monsieur?
votre enfant, parce que chez les Bantons, on n'admet pas qu'un enfant lève la main sur le père. Beaucoup de femmes ont ramené des enfants qu'elles avaient fait avec des messieurs dehors et tout, qui sont devenus, qui ont apporté la violence. Première question, on interroge. Si on réussit, M. Michel Gacho, à se rendre compte que ce n'est pas l'enfant, aussitôt on procède par les rituels, on bannit définitivement cet enfant. Si l'enfant, effectivement, on commence à interroger l'histoire. Est-ce que cet enfant, il a puisé ça? On avait un oncle? Est-ce qu'on avait un ancêtre? Est-ce qu'on avait... Vous allez vous rendre compte, M. Michel, qu'aujourd'hui, si vous posez la question à des parents, ils vont vous dire qu'ils ne connaissent rien. Ils connaissent la mère va dire qu'elle connaît ma grand-mère. Au trop, elle peut encore aller jusqu'à son arrière-grand-mère. Elle s'arrête là. Le reste, c'est perdu. Pourtant, on doit retracer son arbre généalogique. Donc, à ce niveau, M. Michel Gacho, cet enfant qu'il aille à l'Ayavazi, ça amène, s'il ne veut pas à Lourdes, s'il ne veut même pas à la Mecque, il ne pourra rien obtenir tant qu'il n'a pas obtenu le pardon de ses parents. Premier point. Verbal. Deuxième point, j'arrive, M. Michel Gacho. Vous avez des jeunes filles aujourd'hui, quand vous dites taper, Karine a commencé à énumérer, vous avez des enfants, quand le père parle, l'enfant toise. Toiser, c'est taper son père. Vous avez des enfants qui grondent la mère. Parfois, l'enfant gronde jusqu'à ce que la mère vibre. Tape-moi une fois. Voilà les expressions de la mère. C'est taper la mère ou taper le père. Vous avez des enfants aujourd'hui, quand ils causent avec son père, il est au téléphone, il cause, quand il ne s'entend pas, lui et sa mère raccroche, tchac. Il coupe la parole à la mère, il raccroche le téléphone. C'est manquer de respect, c'est frapper sa mère, c'est frapper son père au nom de l'argent, au nom du pouvoir inutile et stérile. Vous avez des gens, M. Michel Gacho, et ça c'est le dernier, qui frappent sur leurs parents. Ça, ce cas, il n'est pas seul. J'en connais au moins 30, M. Michel Gacho, il n'est pas seul. Regardez la vie de ces enfants, faire couler. La racine meurt, les arbres perdent leurs fruits, vous n'avez plus rien. Vous êtes isolé, il n'a même pas d'amis, il n'est pas allé plus loin. Il n'a plus d'amis, cet enfant. Tout le monde vous fuit parce que vous avez ce qu'on appelle la peau du lézard. Chez les Bantous, on vous donne la peau du lézard. La peau du lézard, c'est la plus mauvaise. Vous avez des gens qui marchent avec la peau, c'est comme si c'est la peau caillée de lézard. On vous la donne, c'est mystique, M. Michel Gacho. C'est la première conséquence de toute malédiction. Tout ce que vous entamez ne fleurit pas. Ça pourrit à l'immédiat. Tout ce que vous touchez meurt, M. Michel Gacho. Si nous, on s'assied là, on crée un programme, on crée un projet, la personne maudite passe, c'est fini, ça ne passe plus. Vous êtes même assis, tu dragues même une femme, il passe, il te dit bonjour, tu réponds. La fille te donc c'est-à-dire, c'est des gens, ils partagent cette malédiction, ils vivent avec. Pour soigner, il faudrait d'abord que la concession l'accepte. Parce que ça, ce n'est pas la colère du père, la concession l'accepte. Qu'on prenne la boue dans la concession de son père, qu'on prenne les cendres dans la cuisine de sa mère, qu'on mélange et qu'on le lave. Mais, qui devra le laver, M. Michel Gacho? Parce que la liste de ce qu'il faut pour le purifier est trop grande. Il doit faire amende honorable. Cette amende honorable va passer par, je ne sais pas moi, ça dépend de chaque culture, on ne pourra pas énumérer, si ça sera très long, il faudra véritablement le prendre. Mais l'occidentalisation nous a amené à des dégâts qu'on ne saurait rattraper aujourd'hui. Ce garçon, j'ai bien peur pour lui parce qu'il faudra, après même cette purification, attendre un cycle complet de 9. Le cycle complet de 9, c'est soit 1 an, soit 9 ans. Très bien. Merci, Charlamagne Bachou. J'imagine... Est-ce que ceux qui nous regardent ce matin ont peut-être compris la lourdeur de pareils actes? Peut-être vous invitez, madame, monsieur, à faire très attention pour ceux qui nous regardent, les enfants, la jeunesse, même nous qui sommes quand même des adultes aujourd'hui, faisons très attention justement au comment est-ce que nous parlons à nos parents, comment est-ce que nous les traitons, parce que nos parents, en réalité, sont nos dieux. Ils ont... C'est aux femmes qu'il faut parler. C'est aux femmes. Oui. Lorsque votre mari gueule à la maison, taisez-vous. Taisez-vous et fermez-la, M. Michel Gacho. Merci, Charles. Laissez l'autorité du père à la maison. Merci. Arrêtez. Même si vous êtes milliardaire, même si vous avez quoi, lorsque l'homme gueule, taisez-vous et laissez les enfants assumer. Étant donné que vous êtes en colère, madame, monsieur, Charles est déjà en colère également, on le laisse dans sa colère et on parle de colère.
je m'interroge ce jour sur la question de la délinquance juvénile et du sous-emploi jeune au Cameroun à travers l'une des manifestations les plus probantes et parlantes, la prolifération des microbes. Comment comprendre la recrudescence de la délinquance juvénile, doublée d'un sous-emploi nul autre pareil dans ce pays? Où sont passées l'ensemble des politiques jeunes censées être implémentées dans ce pays pour assister désormais à la razzia des microbes? On parle de 300 jeunes désormais qui investissent quartiers, les rues, pillant au passage les différents étalages. Quelle est l'identité de ces jeunes communément appelés microbes qui nous plongent dans l'insécurité dans ce pays? En l'espace d'une semaine, certains quartiers de Douala ont frôlé le pire. Qui sont-ils? Que veulent-ils faire comprendre? Dans tous les cas, posez la question à Yaoundé, parce que Yaoundé a aussi vécu son heure de microbes. Finalement, c'est une association microbienne qui est en train de prendre, on va dire, de l'extension au Cameroun. Peut-on conclure que l'insécurité est en train d'atteindre un seuil inquiétant dans notre pays? On agresse désormais partout et à toutes les heures au Cameroun, de jour comme de nuit, on agresse. Les motos et les taxis se sont transformés en lieu d'agression de tout genre. Comment comprendre ces multiples agressions et braquages des hautes personnalités de ce pays? Comment comprendre que les malfrats n'aient plus peur ni des populations, ni des forces de l'ordre? On a vu des microbes s'attaquer aux véhicules ici et voir les policiers dans ces véhicules détalés à toutes jambes. Comment comprendre que sur les 10 régions, s'ils sont déjà dans une insécurité chronique et que les 4 autres se retrouvent à vivre au rythme d'un autre type d'insécurité? Comment comprendre que les malfrats, tels les hooligans, se sont constitués en bandes pour attaquer désormais des quartiers tout entiers? Des bandes de jeunes enfants, très jeunes enfants, dont l'âge varie entre 11 et 19 ans. Ils exercent depuis quelques mois une violence débridée dans les rues, les agences de voyage, les magasins, les stations-service, les restaurants, les bars, les boutiques, blessant et tuant au passage des innocents Camerounais. Rappelons-nous de ce jeune garçon qui a succombé à ses blessures après une agression de ce côté de Papangassi à Grand Moulin. Il revenait de l'ouest, la bande de microbes l'ont surpris, on lui a donné 3 coups de poignard dans le corps. Au nombre de plus de 50, et chacun muni d'une arme blanche, couteau, machette, gourdin, lame de rasoir, ils agressent et arrachent les bijoux, portables, sacs, argent et autres objets de valeur. Tous ceux qui tentent de faire la résistance autant pour moi, en font les frais. Car non seulement ils les dépouillent, mais aussi et surtout, ils laissent leurs victimes avec des blessures graves. Comment comprendre qu'ils opèrent pendant plus de 2 heures, sans que les forces de maintien de l'ordre ne soient à leur portée de main? Rappelons-nous de l'attaque subie à Makepe, partant du carrefour Bokom jusqu'au rond-point Petit Pays. Imaginez le temps, ils marchent à pied en faisant le petit footing. À quoi servent alors les caméras de surveillance installées le long des carrefours et quartiers de cette République si à temps et à contre-temps, elles ne sauraient prévenir les différents usagers? Au premier regard, force est de constater qu'il s'agit là des enfants ayant battu sur leurs parents, comme le cas de nous venait de nous l'être raconté, des enfants ayant quitté leur famille pour élire domicile dans les taudis abandonnés ou dans des véhicules vétustes qui jonchent les rues de la ville de Douala, ou tout simplement des sous-œuvrés ou des enfants sans aucune qualification. Savez-vous que le dénominateur commun de cet agrégat d'enfants reste la précarité financière et matérielle dans laquelle vivent leurs familles et eux-mêmes, la frustration de ne pas avoir accès au strict nécessaire pour survivre, avec comme seul échappatoire la consommation de la drogue, la bière et j'en passe. Que sont devenues toutes les structures créées par le DSE et dont l'une des missions était l'encadrement des jeunes, surtout les plus précaires pour ne pas dire les plus jeunes?
Savez-vous que selon l'INS, l'Institut national de la statistique, le chômage constitue un phénomène effroyable au Cameroun. 10 à 30% des jeunes vivant dans les villes sont sans emploi. 90% des travailleurs exercent dans le secteur informel, tandis que 70% des travailleurs gagnent mensuellement moins de 35 000 francs CFA en termes de rémunération. Comment comprendre le fait que le taux de chômage, au sens élargi des jeunes ayant suivi un cursus d'enseignement technique, est respectivement de 10,1% et 10,4% pour les jeunes ayant le niveau d'instruction secondaire technique, second cycle et premier cycle, contre 27,1% pour les jeunes ayant le niveau d'instruction supérieure. Comment comprendre le fait que 41% des actifs chômeurs n'ont jamais été à l'école et parmi les 49% ayant été à l'école, 45% n'ont été qu'à l'école primaire, 43% dans l'enseignement secondaire et moins de 1% dans l'enseignement supérieur. Que dire de l'ensemble des projections faites par le chef de l'État qui nous a fait comprendre qu'on a eu à créer 450 000 emplois, tout total fait entre 2012 et 2017. Ces personnes travaillent où? Dans tous les cas, au jour de 2020, nous sommes à 217 443 000 emplois créés. Un vrai miracle au Cameroun avec la vue de ces microbes. Peut-être c'est une autre forme de travail. La colère de Charles Hamel, la colère justement ce matin exprimée, la colère qui est la vôtre, vous aussi, Camerounais, Camerounaises, la colère que nous connaissons à travers justement tous ces actes perpétrés dans les quartiers par ses frères, par ses jeunes, par ses amis qui ont choisi et qui ont opté pour une vie qui est, dira-t-on, inacceptable. Une colère justifiée et qui touche d'ailleurs, on va dire, même les plus grands de ce pays, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de microbes aujourd'hui, phénomène venu de la Côte d'Ivoire qui se répand véritablement au Cameroun, cela devient un réel problème et il faut donc trouver à la fois les origines, les conséquences aujourd'hui, peut-être aussi des propositions, comment en sortir. Dominique Audrey Oyengelek, c'est une question qui vous interpelle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça part d'où ces phénomènes? On nous a donné des emplois, Michel. Tous les discours qui commencent de 2013... On nous a donné des emplois? Oui. De 2013 à 2019, on a des emplois créés. Et je me suis permis l'exercice. En 2013, on nous a parlé de 200 000 emplois qui avaient été créés. En 2014, 250 000 emplois créés au Cameroun. En 2015, le 10 février, pour l'édition 49 de la Fête de la Jeunesse, le 10 au soir, on nous a parlé de 283 443 emplois créés au Cameroun. Donc vous ne direz pas qu'on n'a rien fait pour nous. Il y a des choses qui ont été faites. En 2016, on nous a annoncé le plan triennal qui regroupait en son sein 497 projets, oui, si je ne me trompe, qui étaient censés rapporter d'autres emplois avec les différents barrages, les différents chantiers. Ça devait permettre d'avoir le maximum d'emplois. Et là, on était à 320 000 emplois. À cette époque-là, on nous a demandé de nous lancer dans l'agriculture, dans les métiers numériques. On a annoncé voilà, la création des start-up avec à la solde 102 milliards, si je ne me trompe, répartis entre 1,5 million de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Bon, il y a quelques Camerounais, dont moi, qui avons fait l'exercice de calcul et lorsqu'on fait la division, on se retrouve avec 68 000 francs. C'est facile, je ne me trompe, vous savez que les chiffres, moi, ça fait 2. Ça fait 68 000 francs. Dites-moi un peu. Avec 68 000 francs, vous pouvez louer un terrain pour pouvoir cultiver? Non. Vous pouvez acheter les plants, les semences, si simplement vous voulez faire du plantain. Est-ce qu'avec 68 000, vous pouvez acheter des plants pour faire des plantains? Non. Est-ce qu'avec 68 000, vous avez suffisamment pour pouvoir louer 1 hectare, acheter des plants, acheter le mocat pour que votre matière ne soit pas attaquée, vos plants ne soient pas attaqués? Non. Avec 68 000 francs, est-ce que vous pouvez acheter les engrais pour pouvoir mettre sur les pieds de plantain lorsqu'ils seront? Non. Est-ce que vous pouvez acheter l'herbicide et l'insecticide pour pouvoir nettoyer votre champ avec les 68 000 du plan triennal? Non. En 2017, nous sommes passés à 473 000 emplois créés au Cameroun.
Oui. Et en 2018, c'est monté parce qu'on est arrivé à 500 000 emplois. Vous avez créé. On a dépassé la Côte d'Ivoire. On a dépassé même la France, qui ne voit même pas le carreau du Cameroun, je vous assure. Parce qu'en 2013, au Rwanda, par exemple, eux, ils sont à 7227 emplois qu'ils ont créés avec les partenaires internationaux dans l'implémentation d'énormément de projets. Ils ont seulement 7000 emplois. On nous dira que non, ils n'ont pas le même nombre d'habitants. Ok, ça, on vous le concède. Sauf qu'en 2017, en Côte d'Ivoire, on est à 95 710 emplois, contrairement au Cameroun, où on est à 473 000 emplois. Bon, regardons un peu la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Chiffres inventés, des chiffres inventés ou pas? Parce qu'on se demande, mais c'est au Cameroun ça? Bien sûr. Mais vous n'avez parce pas que vu c'est la réalité, c'est la réalité. Mais il y a les motos, vous ne voyez pas. Donc, vous voyez pas cela, on revient en 2017 où on nous a annoncé le plan triennal avec tout ce que ça devait comporter. On nous a parlé des startups, on a parlé la promotion des startups, la promotion de l'agriculture, mais tout le monde sur Internet voit les photos des tracteurs. Donc, vous dites justement que l'un des problèmes, c'est le chômage. Non, il y a les emplois, je vous en prie. Il y a les emplois. Non, parce que si vous dites qu'il y a les emplois et que les Camerounais disent qu'ils ne voient pas ces emplois. Si vous dites qu'il n'y a pas d'emploi, ça veut dire que vous voulez dire qu'on ne nous a pas dit la vérité. Mais attendez, vous êtes... Enfin, elle ne peut pas critiquer les autorités. Non. On salue le recrutement des finances, vous travaillez. Est-ce qu'il y a des Camerounais qui travaillent comme vous? Parce qu'en réalité, et même jusque-là, il y en a on a eu des projets. On nous a enfumé encore avec le projet du Paris Jeudi qui devait permettre l'insertion des Camerounais de la diaspora. C'est ceux à qui on a donné les 30 000 là. C'est un autre projet qui a été financé, je suppose. On a eu le PIFMAS qui était un projet... Soyez gentil de Dominique Audrey. Vous risquerez de faire tomber des gens à Yaoundé là pour le moment. Non. Comment ça? Alors qu'ils ont fait leur travail. Avec 500 000 emplois au Cameroun? Oui. Pour les jeunes. Alors en 2018 et en 2019, 500 000 emplois, donc M. Machoua a fait le compte. On a eu le PIFMAS qui était un projet qui permettait aux uns et aux autres de fabriquer les produits pour le sport. On a eu le PAGERU. On a eu... Bon, il ne faut pas que je dise tout moi. Non, tu dois tout dire. De toute façon, restez avec nous parce que là, c'est tellement grave parce que si on est dans le phénomène des microbes aujourd'hui, effectivement, que l'on se rende compte que tous ces projets allant dans la création des emplois, les jeunes ne se retrouvent pas, les jeunes ne disent pas avoir d'emploi entre les mains. À qui la faute? Mais surtout, ceci, une raison liée à la délinquance. Est-ce que vous savez que, Michel, en 2015, vraiment, en 2015, lorsqu'on nous a annoncé le nombre là, 283 000 emplois qui ont été créés, le JICAM a fait une sortie en estimant qu'il y avait environ, si je ne me trompe, 100 000 demandes d'emploi par an et qu'il n'y avait que 10% des Camerounais qui réussissaient à être recrutés. Comment on fait donc pour avoir autant en un an? 100 000 par an. Oui, en 2 ans, 100 000 demandes d'emploi. Merci. Voilà. Karine Santia, nous vous écoutons. Délinquance juvénile, délinquance, peut-être c'est l'une des raisons qui pousse ces jeunes à rentrer dans le phénomène des microbes aujourd'hui qui est devenu légion. Oui, je pense que c'est plutôt une conséquence. Une conséquence du chômage, oui. C'est-à-dire que l'oisiveté et autres. Mais il faut dire qu'il y a 2 types de délinquance. Il y a la petite délinquance et là-bas c'est les petits pickpockets qui arrachent le portefeuille en route, qui se cachent dans les marchés pour vous arracher, pour vous retirer de l'argent, soutirer et autres. Maintenant il y a la grande délinquance et c'est par là qu'on reconnaît aujourd'hui le phénomène des microbes. Et dans cette grande délinquance-là, il y a de la violence, du vandalisme, des infractions, des vols à main armée, il y a même des braquages, des assassinats. C'est dans ça qu'on retrouve la grande délinquance et c'est là où on peut inscrire aujourd'hui le phénomène des microbes qui font un travail d'agression en bandes armées, qui blessent et qui parfois peuvent causer la mort de plusieurs personnes. Et les causes notamment de cette délinquance-là sont multiples. Il y a que, comme souvent on le dit sur ce plateau, la croissance démographique du Cameroun n'a pas été mesurée. On n'a pas pris en compte, maîtrisée. On n'a pas pris en compte le fait que de 1960 à 2000, on a eu 2 millions de Camerounais qui se sont...
on est quitté de 72 000 personnes dans la ville de Yaoundé à 2 millions de personnes à Yaoundé. Et on n'a pas pris en compte le fait que de 2000 à 2010, on pouvait monter à 2 500 000 personnes et que de 2010 à 2020 aujourd'hui, on pouvait monter à 3 millions de personnes et même plus parce que c'est plus aujourd'hui. On n'a pas pris en compte que l'augmentation de la démographie allait causer de la promiscuité. Ce qui fait que dans les villes, les gens se tassent et il manque quoi faire, justement parce que l'augmentation démographique n'a pas causé l'augmentation aussi du revenu moyen du Camerounais et de ce quoi des emplois. Vous savez qu'en 1990, il y a eu la fermeture de plusieurs entreprises publiques qui a fait en sorte que les parents rentrent dans les quartiers et ça a causé un déphasage dans les familles, c'est-à-dire que les parents avaient perdu leur autorité auprès des enfants et les enfants qui trouvaient que puisque papa ne peut plus apporter à manger à la maison, ce n'est plus nécessaire que moi je lui donne du respect parce que j'ai réussi déjà à agresser quelqu'un et avoir 50 francs par exemple. Donc ça faisait que ça a créé ce déphasage là et il y a aussi que la cruauté de la ville parce que l'augmentation démographique a causé l'extension des villes et la ville est cruelle parce que dans les villes il y a les favelas, il y a des groupes où il y a des zones dans lesquelles il y a de la forte promiscuité parce que il y a Tanga Nord et Tanga Sud. À Tanga Nord les gens vivent bien, les gens ont des grosses voitures et à Tanga Sud les gens vivent dans la souffrance, dans la pauvreté extrême et ça fait que à Tanga Sud, un peu à Tanga Nord, il agresse, il raquette et il revient à Tanga Sud manger. Maintenant, c'est pas des choses qu'on doit, on doit occulter, mais il faut qu'on explore la société dans tous les niveaux. Il faut aussi dire qu'il y a eu un ajustement structurel, comme on le dit souvent, qui a fait en sorte que les familles sont rentrées dans une grande léthargie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler de cette délinquance juvénile sans explorer notamment les causes, mais j'aimerais rappeler aux uns aux autres que le taux de criminalité au Cameroun aujourd'hui, il est il est exagéré. Et lorsque vous interrogez, il est très élevé. Merci. On va revenir. On va y revenir, madame, monsieur. Restez les nôtres. C'est 10-12 le Zénith, votre talk show, dans un instant. Qui sont transformés en bandes, qui ont choisi de piller, parfois d'agresser et parfois en commettant de meurtres extraordinaires qui courent les rues aujourd'hui au Cameroun. On en a vu il y a quelques jours encore ici même dans la capitale économique du Cameroun à Douala, notamment à Yaoundé récemment, où des informations nous ont été données selon lesquelles les microbes également avaient déjà fait irruption dans la ville de Yaoundé. Qui les encadre? Est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que les autorités administratives, la direction, on parlera peut-être de la police camerounaise en réalité, avec tout le renseignement. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement du lieu où se cachent ces microbes aujourd'hui? Merci à vous. Merci de trouver l'intérêt de comprendre fondamentalement quelles sont les origines d'un tel phénomène, quelles sont les conséquences qui en découlent aujourd'hui et quelles sont les propositions qu'on peut soumettre et donner pour que ceci soit totalement et radicalement éradiqué. Merci à vous. Donna Breskangan, sur la question, on ne vous a pas entendu. Alors, disons que la délinquance juvénile qui s'exprime sous diverses formes, avec notamment la dernière que l'on sait, la résurgence du phénomène des microbes dans nos grandes villes, un phénomène qui n'est pas typiquement nouveau puisqu'on a observé cela il y a quelques années. Il revient en force cette fois-ci. C'est la conséquence de moins de trois crises à notre sens. D'abord, une crise qui est conjoncturelle. Vous savez que la crise anglophone a des répercussions importantes dans les autres régions du Cameroun. Ça, on ne le dit pas souvent assez, avec un déplacement souvent de bandes de personnes qui partent de ces régions-là, mais également de nombreux jeunes qui ont perdu leurs emplois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui peuvent se retrouver en quête soit d'un emploi, soit de nouvelles zones où opérer en raison de l'instabilité sociopolitique dans ces régions-là. Mais il y a aussi que si on exclut les années 90 avec les villes mortes, on a connu ces 3 dernières années au Cameroun un regain de violence, notamment dans l'espace politique, notamment depuis la fin de la présidentielle. De 2018 au Cameroun. Oui, si on exclut 90 et 2008, on avait pu vu un tel niveau de violence politique avec des militants politiques sur lesquels on a tiré. Ça parle aux jeunes, à ceux qui observent,
Et ça peut donner l'impression à un certain nombre de jeunes que la réponse à tout problème, tout conflit qu'on peut avoir, c'est l'usage, le recours à la violence, effectivement. Il y a également une résurgence, et ça, on n'a pas l'impression que les autorités en prennent la mesure, une résurgence de la violence en milieu scolaire. Vous avez souvenance du nombre d'étudiants, d'élèves ou d'enseignants qui ont été violentés en plein campus scolaire, parfois soit par des élèves qui violentent les enseignants. Le cas du décès de ce jeune enseignant de mathématiques au lycée de Colbisson est encore frais dans les mémoires. On a une résurgence de la violence en milieu scolaire qui inquiète. À côté de ce contexte qui est conjoncturel, il y a une crise des politiques publiques d'emploi. Au Cameroun, il y a plusieurs structures qu'on a mises en place. Dominique Sidet, le PAGAU, le PIAZI, certains des responsables de ces structures d'encadrement des jeunes sont en prison pour les questions de détournement de fonds publics. Ces politiques-là n'ont pas eu un impact important sur la question du chômage et du sous-emploi des jeunes. J'ai évoqué tout à l'heure. C'est des politiques qui sont bien pensées par le gouvernement en place, c'est des politiques qui ont été implémentées par le chef de l'État lui-même aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la preuve réellement que ces politiques n'ont presque jamais marché pour la jeunesse qui se retrouve encore dans le chômage et des conséquences comme celles des microbes peuvent en découler? Si elles avaient bien marché, effectivement, que les phénomènes comme celui des microbes ne prospérerait pas, et ce niveau de violence qu'on observe dans les villes, dans les centres urbains, ne serait pas observé. On parlait du PAGAU, du PIAZI, la plupart de ces structures, pour certains, sont méconnues des jeunes, et ensuite, lorsqu'elles sont connues, elles n'ont pas l'engouement souhaité, parce que beaucoup de jeunes considèrent que pour avoir des financements ou un accompagnement, il faut être proche d'eux, il faut passer par les moyens de corruption et de clientélisme pour y avoir ça. Et donc, ça décourage un bon nombre de jeunes. Il faut aussi questionner les politiques de communication qui sont mises en place. Mais il ne faut pas seulement communiquer, il y a la communication, mais aussi la crédibilité de ces structures qui sont mises en place. Il y a la crise des politiques d'emploi et d'encadrement des jeunes. On a, à une époque au Cameroun, connu les centres de Bétamba, les centres de jeunesse de Bépanda, le service civil national de participation au développement. Il y a un nouveau modèle qui est en place, mais qui fonctionne de façon assez mitigée. L'ancien a fonctionné? Voilà, l'ancien fonctionnait plutôt assez bien. L'ancien marchait quand même. Voilà, l'Office national parce de que avec l'ancien, il faut peut-être préciser que lorsqu'on allait dans des plantations de Mbandjok aujourd'hui, c'est effectivement ces jeunes-là, désœuvrés, que l'on ramenait là-bas, parce qu'on vous prend pour délinquance juvénile, ou on vous prend en... vous appelez ça quoi? Lorsque vous marchez... Vagabondage. Voilà, sous le régime Aïdjo, on vous ramenait là-bas et on vous mettait à contribution, on vous donnait de l'argent pour permettre de créer ces plantations pour pouvoir donner une vie, une orientation à votre vie. Avec un nom qui est resté dans la mémoire, le colonel Etondeko, justement, qui a encadré ces jeunes-là pendant un bon nombre d'années et qui laissait sentir au CV notamment les jeunes qui ont décroché au plan scolaire, ce qu'on peut appeler les rebuts éducatifs, qui n'ont pas connu un succès important dans le processus de formation et qui pourraient être soit encadrés au plan civique dans ces structures-là avec des travaux d'intérêt public, soit être formés à des métiers qui leur permettent plus tard d'avoir un accès facile à un emploi. Ces structures-là, pour la plupart, n'existent plus. On les a remplacées par certaines structures qui parfois se marchent dessus en termes de mission. Il y a également la crise institutionnelle. Charles Hamel a évoqué dans sa chronique tout à l'heure le fait que il y a une sagesse populaire qui dit que la porte du gendarme est le commencement de la sagesse. On n'a pas l'impression aujourd'hui que les forces de maintien de l'ordre font peur à ces gens. On a parfois même entendu que elles inquiètent de ces bandes armées qui s'organisent certains éléments de nos forces de maintien de l'ordre. Donc, l'ensemble de ces questions-là méritent d'être adressées de façon intelligible, avec une bonne dose de volonté politique pour avoir un impact sur ce phénomène. Merci Donald Breskamgang. Eh bien, il y a quand même une question qui me taraude l'esprit aujourd'hui, c'est de savoir que l'on est ces jeunes désœuvrés, ces jeunes qui sont dans le chômage, d'ailleurs le chômage qui est vachement présent au Cameroun aujourd'hui, dont on n'a pas des solutions appropriées jusqu'à présent. Il y a la moto, Michel. Mais arrêtez quand même, soyons sérieux, c'est pas un emploi, c'est pas des emplois pour des Camerounais. Vous ne direz pas à tous ces jeunes, à ces millions de jeunes Camerounais aujourd'hui que pour vous en sortir, prenez la moto. Aujourd'hui, on a Alors, le choix. moi je voudrais savoir, est-ce que c'est pas, on le sait, c'est une volonté politique de maintenir tout un peuple dans le chômage
pour en faire un bétail électoral au moment opportun. On sait justement que, bon, voilà, vous n'avez pas le travail. Vous vous battez avec le travail qu'on ne vous donne pas. Quand on aura les 7 ans passés, on reviendra là avec vous dire, je vous promets de vous donner 25 000 emplois ou 50 000 emplois qui peut-être n'arriveront pas. Je veux comprendre. Karine, peut-être le temps de finir. Avant la question, vous parlez justement de la délinquance aujourd'hui. Mais vous êtes semblé justement nous laisser sur notre faim. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments concrets qui prouvent aujourd'hui que les microbes ne sont pas là par hasard? Non, oui, il y a plusieurs éléments. Il y a même d'abord l'éducation qui coûte extrêmement cher au Cameroun aujourd'hui. Pour que votre enfant fasse des études de la maternelle jusqu'à ce qu'il ait un baccalauréat, vous devez dépenser chaque année minimum 200 000 francs pour le primaire et minimum pour le primaire, voilà. Et pour le secondaire, vous devez dépenser minimum 500 000 francs. Maintenant, ça dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez et du genre d'établissement que dans lequel vous inscrivez vos enfants. Maintenant, pour qu'ils fassent l'université, il faudra encore faire un autre choix. Si vous voulez payer les frais de scolarité à 1 million de francs CFA pour les enfants qui sont dans le privé ou alors à 55 000 francs à l'université publique pour après suyer pour les bords, les photocopies, les impressions et autres. Ce qui va encore vous avérer très compliqué parce que ça coûte aussi de l'argent. Il y aura encore d'autres frais que les enfants devront payer. Si maintenant à l'université publique, vous avez choisi que l'enfant fasse une formation professionnalisante, alors là encore, ça va faire d'énormes sommes d'argent puisque on pourra de toutes les façons à chaque année augmenter les frais exigibles comme ça a été le cas à FCGA qui est quitté de 175 000 à 400 000 francs. Donc ça c'est d'abord si on veut partir dans le terme de l'éducation. Maintenant socialement il y a que les microbes sont aussi nés du fait que dans un quartier il y a tellement de promiscuité que entre eux ils se disent que certains parmi eux sont moins pauvres que d'autres et ils commencent à s'attaquer entre eux. Il y a que les autorités ont laissé... Il faut donc un équilibre social. Il faut un équilibre social, sauf que maintenant les microbes, comme je l'ai dit dans les années 90 et autres, ne s'attaquent plus seulement à Tanga Nord. Ils restent aujourd'hui à Tanga Sud. C'est-à-dire que les microbes peuvent faire partie d'un quartier aussi pauvre que le vôtre, aller attaquer un autre quartier très pauvre encore. Donc ils ne veulent plus savoir si le quartier est riche ou pas. C'est que tellement les gens ont besoin de certaines choses qui n'arrivent pas. Il y a aussi que la porosité des frontières du Cameroun qui peut causer aussi ce phénomène des microbes. Rappelez-vous, à Bertois, comment est-ce que des gens sont entrés dans la ville, ont séquestré une autorité administrative pendant plusieurs jours. Rappelez-vous qu'à Bertois, chaque jour, les gens qui de la Centrafrique entrent là-bas et agressent des gens et repartent comme si de rien n'était. La porosité des frontières aussi. C'est bien. Merci Karine Sontia, merci à vous Charles Mbachou. C'est un sujet hautement sensible aujourd'hui. On a vu le délégué, je veux dire le gouverneur, récemment ici à Douala, à l'issue de la dernière attaque de ces microbes, notamment au quartier d'Eido, fait une sortie, saluer bien évidemment les comités de vigilance des quartiers qui ont fait un travail savamment orchestré pour mettre à nu les actions de ces microbes. Est-ce qu'on va dire que l'État du Cameroun lui-même, en se référant aux propos du gouverneur de la région littorale, n'a pas abandonné les populations à elles-mêmes face à ces microbes-là? Alors, il faut dire qu'on évolue par palier. Vous allez entendre le gouverneur dire, ce n'est pas ma faute. Hein. Si vous faites la moto, allez demander à Yaoundé. Mon rôle ici, c'est seulement maintenir la paix. C'est seulement maintenir la paix. Est-ce que les motos avaient été distribuées aux Bentikina? C'était des vrais Bentikina? Allez aussi vous poser la même question. C'est à qui on avait donné. Si vous savez, si vous maîtrisez comment fonctionne la ville, vous aurez compris comment faire pour faire échouer certains mouvements. Vous aurez compris véritablement de quoi est-ce qu'il en retournait avec ces dons de moto. Monsieur Michel Ngatou a une question fondamentale que tous les jeunes se posent au quartier. Si mes grands frères ont échoué, c'est moi qui vais réussir. On est tous au quad. Voilà mon grand là, il a un master. Hey, voilà tel grand, elle a étudié, c'est ce qu'elle a acheté même les lunettes. Voilà monsieur, tel là, il est parti à l'école. Le voici au quad avec nous. On mange tous les jours le BHB. Je continue même à l'école que ça va donner quoi? Voilà la première réflexion qu'ont les jeunes dans les quartiers. Quand ils voient un gars qui n'a pas réussi, j'ai employé un langage trivial pour qu'on puisse comprendre. On se comprend très bien. bien. Il n'a pas pu réussir, je pars chercher quoi là-bas? Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour accompagner les jeunes dans le processus de réussite? Est-ce que c'est au niveau de l'éducation, M. Michel Ngatou? C'est la première question. Vous avez un quartier, vous avez une zone comme le Cam où il y a beaucoup de bois. Vous avez entendu parler de l'école du bois? Vous avez entendu parler de l'école de la brique? Vous avez entendu parler de l'école, je ne sais pas moi, monsieur, du rotin?
comment construire, comment améliorer une maison à partir du retard. Non. L'État, ce n'est pas ses priorités. Le jeune qui reste au quartier, reste couché. À l'entame de ce journal, nous vous annonçons un détournement de 25 milliards. Avant de clôturer ce journal, on a eu l'arrestation d'un individu qui a prélevé sur l'un des fonctionnaires plus de 3 000 milliards. Quand vous écoutez ça vous-même au quartier, vous croyez que c'est le travail? Derrière, vous avez des individus, quand on vient vous voir à la maison, on dit tonton Donald. Tonton Donald, j'ai passé lyrique. Tonton Donald demande que gars, ton réseau là est bon. On ne demande pas qu'est-ce que tu as étudié, ton réseau. Vous vous rendez compte que l'argent contrôle tout. L'argent est au centre de tout. Et qu'est-ce que la télé nous vend? Des rêves. Mon incroyable anniversaire. Mon premier mariage. 4 mariages, un seul prétendant. Voilà ce qu'on nous vend, monsieur Michel Gachou. Lorsque vous sortez de là, vous êtes troublé par la réalité. À gauche, vous attendez. Quand je serai grand, je serai comme Eto. Tu tournes la tête, tu entends l'autre. C'est au moins 32 bars. Vous pensez à quoi? Chercher rapidement l'argent. Ça donne naissance donc à la cybercriminalité. Ça donne naissance à ceux qui font des arnaques, monsieur Michel Gachou, sur les téléphones portables avec les comptes numériques. Ça donne naissance à ceux qui vont agresser dans les taxis. Ça donne naissance aux jeunes qui disent que nous ne connaissons ni Internet, ni l'école. Qu'est-ce qu'on faut dire? Soyons 1000, soyons des abeilles, descendons dans la rue. Rappelez-vous, monsieur Michel Gachou, que le 2 octobre de 1997, le chef de l'État Amaro avait précisé, avait déclaré, je cite, « Je m'engage à améliorer la sécurité dans nos villes, à réhabiliter la voirie, les adductions d'eau et les systèmes de fourniture d'électricité et enfin à améliorer la salubrité. » C'est le chef de l'État le 2 octobre 1997. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Si on essaie de poser, a-t-on réalisé? À l'heure où on parle, le ministre de la Jeunesse ou de l'éducation civique, Moumouna Foutsou, vient de lancer la continuité du plan triennal à Boya. À l'heure où je vous parle, vous vous rendez compte qu'il y a quelques jours, il y a eu un drame à Kumba. Pour faire passer ça, on dit non, on va directement à Kumba, à Aboya, on va lancer le plan triennal pour agir. Sauf que les informations qui nous parviennent, les informations, les premières informations, M. Michel Gachou nous laisse croire que les jeunes qui vont être financés sont forcés de signer un ordre de virement par un fournisseur quelconque. Et lorsqu'ils descendent même les sommes pour achat de matériel, on dit pour achat de matériel, et lorsqu'ils vont, l'argent viré ou le matériel ne correspond pas à l'argent viré. Mais vous vous rendez compte qu'un jeune, elle a parlé tout à l'heure, moi je connais, j'ai eu un cousin qui a souscrit au projet Pager, oui, M. Michel Gachou, oui. Son projet Pager est à 1 million. Vous savez combien on lui a donné? 35 000 francs pour un salon de coiffure. Avec 35 000 francs, vous ouvrez un salon de coiffure? Même pas le matériel. Vous ouvrez un salon de coiffure? Même pas le kiosque. Vous avez besoin d'avoir une femme. On se plaît ici chaque jour dans l'histoire du jour qu'on a des enfants qui font des droits. Aujourd'hui, on avait 3 enfants. Il a osé prendre ces 35 000 ou bien? Il a pris? Monsieur Michel Gachou, vous avez déjà signé. Que vous prenez ou pas, on a signé que vous avez pris. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez. Donc voilà ce que les gens se retrouvent à vivre sur le terrain. Vous avez donc des jeunes, ce chômage ambiant se retrouve soit entré dans le Ben Sikin. Vous n'avez plus de plombiers, vous n'avez plus monsieur Michel Gachou de charpentier, vous n'avez plus des gars qui travaillent sur les tôles, qui viennent faire, lorsqu'il y a des trous sur les tôles, les coller. Vous ne parvenez plus à voir ces personnes, tous sont en train de se verser dans la moto. Et puis, regardez le comportement de certains Ben Sikinards. Regardez l'actualité, regardez, on écoute chaque jour. Sur 100 personnes qui décèdent dans nos hôpitaux, au moins 70 sont dus à la moto. Et les accidents qui ont cours surtout. Donc j'estime que ce désordre, cette délinquance juvénile, c'est l'État qui engendre cela. C'est le gouvernement, monsieur Michel, c'est les multiples gouvernements qui ont engagé ça avec à la tête de l'entrepreneur en chef. Ils n'ont pas pu caser la jeunesse, ils n'ont pas bougé. Regardez, vous avez même des jeunes qui parfois le samedi décident d'arranger les routes crevassées dans certaines zones. Est-ce que vous savez que ces jeunes ont la herse? Ils ont des herses, monsieur Michel Gachou, les petites planches avec les clous dessus. Bien sûr. Lorsque vous voulez passer, on dit, monsieur, vous payez. Ça, vous appelez ça quoi? Ce n'est pas une forme de microbes, c'est pas une autre activité microbienne. Est-ce que c'est de leur ressort? La mairie est où? Donc regardez jusqu'où on a démissionné, laissant les jeunes en disant, débrouillez-vous avec comme applaudimètre le gouverneur qui est venu dire donc, à nos amis de Deido, vous avez fait du bon travail, désormais attrapez-les. Mais si en attrapant, on brûle, on dira quoi? Merci beaucoup. Donald, si vous voulez en faire une petite couche quand même. Peut-être une dernière chose. L'une des solutions les plus efficaces et les plus réalistes à cette question, c'est de favoriser l'auto-emploi.
l'expérience montre que... Favoriser le taux emploi. Dans la Non, écoutons, dis au Camerounais qu'il faut apprendre à créer son propre emploi, c'est ça? Dans la sous-région Afrique centrale, effectivement, l'observation permet de voir que la jeunesse camerounaise fait partie de celles les plus dynamiques, les plus engagées et les plus créatives. Mais ils sont dans un environnement, ces jeunes-là, où la pression fiscale est très importante, où la corruption est très forte, les procédures administratives, lorsque vous voulez créer une start-up, une jeune entreprise, vous avez des fonctionnaires qui sont derrière vous, qui vous mettent la pression, qui vous extorquent des fonds, qui vous bloquent au plan administratif. Tout cela, effectivement, sont des barrières, des boubiers qu'il faut lever pour encourager la jeunesse. Souvent, les jeunes qui souvent ont des projets, des idées de projets, mais qui sont bloqués. Permettez-moi de m'adresser. Lorsque vous parlez de l'auto-emploi aujourd'hui, allons-y voir ces jeunes qui ont lancé ce qu'on appelle des start-up, de très petites entreprises également. Vous connaissez quand même le rouleau d'étranglement des impôts au Cameroun quand vous lancez une entreprise. Je vous en prie, lorsque vous lancez une entreprise, quand vous dites on vous donnera 2 années d'exonération justement sans payer les taxes, qu'est-ce que les impôts font aujourd'hui? Allons plus loin, allez voir comment. Pendant le Covid, il y a eu des gens à qui les impôts ont dit, d'accord, d'ailleurs le chef du gouvernement l'a très bien fait savoir, que ces 2 mois ou ces 3 mois pendant le Covid, vous ne payerez pas des taxes sur X ou X éléments. Allez voir le comportement des impôts aujourd'hui. Je parle de la direction générale des impôts. Et je prends des exemples. Allez à Yaoundé, notamment dans le secteur qu'on appelle Yaoundé 2, sur la zone de Nkomkana jusqu'au niveau de Flamenco. Allez écouter comment des gens qui ont des petites boutiques en bordure de route se plaignent de l'attitude justement de la direction générale des impôts. Mais à quel moment direz-vous que le jeune qui veut s'auto-employer a des coudées franches alors que le gouvernement ne lui permet même pas? Monsieur Michel Gachou, n'allons pas loin. Aux alentours de Mobile Bonacqua, moi, toutes les filles qui voulaient faire le call box à l'époque du docteur Tonet, on avait obligé qu'elles achètent le kiosque à 250 000 francs CFA. Voilà. Elles ont toutes acheté des kiosques se disant qu'en achetant, on venait vous poser, c'était des kiosques déjà préfabriqués. On dit en achetant, elles devaient être épargnées. Repassez si vous allez voir déjà toutes cassées. Premier point. Deuxième point, vous avez un jeune, aux alentours toujours de Mobile Bonacqua, moi, monsieur Michel Gachou, qui procédait au téléchargement de musique. C'est-à-dire, vous venez avec votre téléphone et vous dites, je veux tel morceau, email. Vous voulez, je veux tel. C'est illégal. On lui loue la place à 5 000. Non, mais monsieur, vous n'avez pas de l'auto-emploi, non. Pourquoi vous dites que c'est illégal? C'est l'auto-emploi. Oui, on lui loue la place à 5 000 francs. Louer la petite place, 5 000 francs le mois. Seulement 5 000 francs le mois. On lui demandait, monsieur Michel Gachou, c'est-à-dire pour la gestion, la lumière, 5 000 francs de lumière le mois mensuel, parce qu'on dit qu'il utilisait l'unité centrale et tout ça, et puis les téléphones et tout, c'était 5 000 francs. Ça fait 10 000 francs. Il télécharge combien? En termes, c'est combien on télécharge? En termes, vous avez maintenant les gars de la commune qui passent, il faut qu'ils payent. Vous avez les gars qui disent être l'impôt, il faut qu'ils passent. Vous avez les gars de l'OTVP qui passent. Mais arrêtez, vous parlez de quel auto-emploi quand on braque littéralement ces jeunes qui veulent se débrouiller? En tout cas, on en parle avec vous, je vous en prie. Madame, Monsieur, nous allons également prendre la peine de lire vos nombreux messages pour ceux dont on aura la chance, bien sûr, de les lire ce matin. Vous connaissez les plateformes 10-12 le Zénith sur Facebook. Pour ceux qui nous regardent en live, tapez simplement Equinox TV également. Nous vous lirons. Karine Santia, vos lèvres pour les messages. N'oubliez pas, dans les emplois créés, on a les bayamsilam, des ossements, des bébés, des parties du corps humain. Donc, si vous calculez, tous les emplois sont énormes au Cameroun. Peter Aaron. Il faut battre le fer quand il est chaud. On ne peut pas redresser un abricot qui est devenu un arbre. Il faut corriger son enfant avec amour depuis la tendre enfance. On les garde alors pourquoi? S'ils sont acquittés, reconnus, donc coupables, on veut les empoisonner avant de les relâcher comme on l'a fait avec la pyro de Mbanga. Vous parlez de quoi? De Mamadou Mota, condamné et autres. Pasteurs et prêtres ne feront rien. La seule chose, c'est que sa mère le lave, puisque c'est elle la principale cause de le fait de se mettre nu, qu'il demande pardon à ses parents. Calvin Système. Le mal est fait. Si ce garçon veut être pardonné, qu'il change. Cela suffira au bonheur de ses parents. Vous ne semblez pas d'accord sur la même battue, sur la proposition du téléspectateur? C'est seule la nudité de la mère qui compte.
la parole du père a plus de force et de poids. La malédiction du père a plus de force et de poids que celui de la mère en tant que le père est la racine. Un père peut prendre une décision. C'est difficile qu'un père en arrive à prendre une décision de malédiction. Mais lorsque le père a proféré une malédiction en l'honneur de son fils, pour la lever, il faudrait plusieurs paris pour le faire. Or que la maman, elle peut se raviser, elle peut revenir. Vous semblez vouloir rebondir de là, j'ai le sentiment. Très bien. Karine, vous écoutez. Pourquoi voir un pasteur? Est-ce que c'est celui qu'il a frappé? Qu'il aille demander pardon directement aux concernés et qu'il soit sincère. Maintenant, c'est clair que l'acte posé dans le passé est très grave. Va demander les excuses à tes parents. Pas besoin d'attendre aussi longtemps. L'histoire du jour. Tchai, certainement une malédiction planait sur ta tête depuis. Malheureusement, tes parents n'ont pas vu dès le départ. Dorine Dodo. Hier, tous les reportages... Ok, ce gars, désolé, est allé trop loin. Même les pires criminels ici dehors ne peuvent porter main sur leurs parents. La police gendarmerie devrait avoir un département social qui s'occupe des affaires familiales en liaison avec le social pour l'encadrement des délinquants. Mais dans la cour du roi Péto, c'est niet. Il y en a. Il y en a. Il y en a, mais peut-être même s'il y en a, aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on les encadre. Il y a une chose que je veux dire. Ce qui est réel, et on le dit parce qu'on est Camerounais, vous estimez, lorsque vous amenez votre enfant au commissariat, même pour l'intimider, moi je le dis parce que j'ai vécu au commissariat du 2e à Mokolo, au temps du commissariat ici, j'ai vu comment une maman a ramené son enfant au commissariat juste le temps de l'intimider, parce que cette dernière aurait, je pense, vendu les beignets, elle a mangé l'argent, ou elle a mangé les beignets, quelque chose comme ça. Et elle a laissé l'enfant pour un moment. Le temps de se retourner et partir, on a pris les pieds de l'enfant, on a introduit entre deux sièges, entre un tabouret, et il y a un monsieur qui a pris sur lui de prendre la machette. Bon, quand on prenait une machette, donner plus de 300 coups à un enfant sous la plante des pieds, même c'est l'intimidation. À un moment donné, on se demande, mais ça se passe comment? Il y a des solutions de famille qu'il faut parfois mettre en place. La maman peut se plaindre de son enfant si le commissaire de police a une bonne éducation en réalité. Oui, le commissaire, le commandant de la brigade. Vous avez là-bas pour qu'on le caresse. Non, on l'intimide. Mais à côté de l'intimidation, est-ce que le parent, est-ce que le commandant, lui aussi qui est parent, est-ce que le commissaire de police, lui aussi qui est parent, ou l'enquêteur entre guillemets, ne peut pas avoir un entretien particulier, la dame, avec le parent? On le fait. Est-ce que c'est entendu? Ils le font, mais après avoir vous voyez un commissaire aujourd'hui, on a besoin d'argent. Michel, vous avez un enfant qui vole dans votre famille? Non. Vous ne pouvez pas comprendre ce genre de choses. Sérieusement, il faut fouetter comme ça pour qu'on enlève ça vite dans la tête de l'enfant. Un parent ne peut pas emmener son enfant là-bas pour qu'on le caresse. Non. Je dis, pour qu'on le dorlote. On va peut-être user du fouet. On va user du fouet pour le recadrer. Mais je dis, est-ce qu'il n'y a pas, justement sur la question du téléspectateur, est-ce que le commissaire de police lui-même, avec les services sociaux qui sont dans les commissariats, ne peuvent pas prendre sur eux la peine de changer avec les familles? Si le parent ramène l'enfant au commissariat, ça veut dire que parler n'a pas marché à la maison. Les tontons ont grondé, l'enfant a dit ah. Et maintenant, on a parlé de la peur du gendarme qui est le commencement de quoi? La sagesse. Voilà. Justement, il faut que l'enfant comprenne que si tu continues, d'abord tu vas vivre ici, mais on va te faire plus que ça. Bon, maintenant le nombre de coups, c'est relatif, mais il faut fouetter. À ce niveau-là, un enfant qui vole. Un enfant qui n'a jamais fait la cellule, lorsqu'il fait la cellule de nuit, je pense qu'il revoit sa façon de faire. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs. Et merci de rester connectés. Merci pour vos nombreux messages. Vraiment trop de messages. La chaîne est la vôtre, l'émission est la vôtre. 10-12, nous sommes pour vous, uniquement pour vous. On marque une pause et on se retrouve. At ISPA, the next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, professional bachelor, master degree in banking and finance, secretarial studies, management, and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face, immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Je sais qu'il nous renvoie rapidement à Consti Lamine qui est avec nous ce matin pour nous parler bien sûr de ISPA. Consti, bonjour et bienvenue.
Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs une fois de plus, bonjour et mille fois merci à tous les parents qui ne cessent de faire confiance à l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans. Il faut le rappeler déjà qu'après la communication d'hier sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio, depuis ce vendredi matin, c'est l'affluence totale au niveau des inscriptions. Oui, parce que de plus en plus, les gens ont compris qu'un choix dépend bien sûr de la qualité, et la qualité c'est du côté bien sûr de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans, qui je rappelle est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkanan, c'est en face de l'immeuble Macabo. Il faut déjà rappeler que les cours ont bel et bien démarré pour les étudiants de la première et deuxième année. Ça se passe tout très bien, ils sont dans de très bonnes conditions, les mesures d'hygiène sont appliquées, sont mises sur pied, la distanciation également. Il faut également rappeler que l'Institut supérieur universitaire bilingue a donc cette particularité-là d'avoir un effectif limité par salle de cours. Oui, on a des salles de cours spacieuses, des salles de cours modernes pour un effectif réduit de 50 étudiants par spécialité. Oui, ce n'est pas un véritable vrac du côté bien sûr de ISPA, c'est la sélection, c'est un effectif réduit, notamment 50 étudiants par salle de cours, ceci pour permettre aux différents enseignants de pouvoir avoir un regard sur les étudiants. Alors ce vendredi matin, nous allons parler bien entendu d'une filière, notamment la filière gestion, et dans cette filière nous allons parler des différentes spécialités qui constituent la filière gestion du côté de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandes. Il faut déjà rappeler que ISPA, c'est 12 filières de formation pour la section francophone et 9 filières de formation pour la section anglophone. Et parmi ces filières de formation, vous avez bien entendu la filière gestion. Cette filière-là qui a plusieurs spécialités, mais alors des spécialités à fort potentiel d'emploi. Tout ceci avec le soutien de nos partenaires camerounais et internationaux. Nous allons donc rappeler bien sûr à tous les parents, pour ceux qui veulent choisir cette filière-là, vous avez des spécialités telles que la spécialité banque et finance. Oui, vous voulez devenir des véritables banquiers, des véritables financiers, je vous conseille d'aller suivre votre formation du côté bien sûr de ISPA. À côté de cette spécialité, on parle également d'autres spécialités telles que la spécialité comptabilité et gestion des entreprises en cours du jour et cours du soir en cycle BTS, licence professionnelle et master professionnel. Il y a également la spécialité bien entendu gestion des projets du côté bien sûr de ISPA, la spécialité gestion de la qualité. Il est important de gérer la qualité en entreprise et cette spécialité-là a besoin d'une formation de qualité et c'est bien sûr du côté de ISPA. On a également des spécialités telles que gestion de la logistique et transport. C'est important de plus en plus. Les entreprises ont besoin des gestionnaires de logistique. Alors ceux qui veulent bénéficier d'un emploi dans les entreprises, il faudrait avoir une formation de qualité et où l'obtenir, c'est du côté bien sûr de ISPA. On parle également de la spécialité microfinance. De plus en plus, les microfinances se multiplient et ces microfinances ont besoin des professionnels, ont besoin des gens bien formés. Alors ceux qui ont besoin d'une formation de qualité en microfinance, je vous conseille d'aller vous inscrire dès à présent du côté bien sûr de ISPA. On parle également des spécialités telles que gestion des collectivités territoriales, statistiques, gestion des ressources humaines, comment gérer une personne en entreprise, c'est du côté bien sûr de ISPA. Et nous allons conclure la liste des spécialités avec bien entendu cette autre spécialité, spécialité gestion des systèmes informatiques. Voilà donc les différentes spécialités qui constituent la filière gestion du côté bien sûr de ISPA. Il faut également rappeler que dans chaque spécialité, nous avons des partenaires, que ce soit dans la microfinance, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les entreprises. On a plusieurs partenaires qui nous accompagnent, que ce soit pour les stages académiques et même pour la formation pratique des étudiants du côté bien sûr de ISPA. Parlons bien entendu des modalités d'inscription. Comment s'inscrire à ISPA? C'est simple comme bonjour. Rendez-vous tous simplement du côté de Yaoundé, en face immeuble Macabo. Une fois qu'on est à ISPA, on a toutes les informations relatives à l'inscription. Et n'oubliez surtout pas qu'un étudiant inscrit à ISPA, c'est un laptop qu'on vous donne gratuitement. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Mesdames, Messieurs, 10-12, le Zénith se poursuit en compagnie de Charlamagne Batchou, Karine Santia,
Dominique Audrey Oyengelek et Donald de Brice-Kamgang qui est avec nous ce matin. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui se passe justement sur la question de ces enfants qui ont été froidement tués, dira-t-on massacrés, à Kumba le 24 octobre dernier. Effectivement, demain, 31 octobre, journée de deuil national après le décret du chef de l'État rendu public il y a 2 jours. Et aujourd'hui, une autre journée de deuil national organisée par Stand Up of Cameroun, c'est ça? For Cameroun, voilà, je me trompais. Stand Up for Cameroun pour cette journée également de deuil initiée sur l'étendue du territoire national. Et on le sait, hier également, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a demandé à tous les Camerounais de se vêtir en noir et d'observer bien sûr une journée de deuil national. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais la question essentielle est de savoir, après ces journées de deuil nationaux, oui, ces journées de deuil nationaux effectivement organisées jusqu'à présent, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on fera pour sortir la crise? On va également se demander jusqu'à présent pourquoi la première dame ne fait-elle pas une sortie pour rassurer les mamans qui sont en larmes aujourd'hui? Pourquoi avons-nous le sentiment que la première dame est insensible aux douleurs de ces enfants qui sont morts? Pourquoi la première dame, en tant que la femme du président de la République, n'a daigné faire aucune communication, aucune réaction pour dire elle aussi ou marquer son indignation quant aux tueries de ces derniers jours à Kumba? On en parle, madame, je suis avec vous dans un instant, mais surtout la libération, l'a-t-on entendu, de Mamadou Mota, de Serge Branco ou encore de Wilfried Siewé et cette centaine bien évidemment de Camerounais qui vont les suivre d'ici le mois de janvier 2021 si tout est mis en place. On attendra bien sûr de voir ce à quoi ça tourne. Dira-t-on bien évidemment de Brice-Kamgang que la libération de Mamadou Mota était non seulement très attendue, mais à quoi ça doit servir de l'incarcérer si aujourd'hui il n'y a pas de preuves retenues contre lui pour les raisons qui ont été évoquées l'inculpant? Bon, d'abord sur les faits, la Cour d'appel du centre statuait hier justement sur la décision rendue en 2019 par le tribunal de première instance de Yaoundé condamnant Mamadou Mota et compagnie. Lui à 2 ans et d'autres à 3 ans. Il y a parmi eux 15 militants du MRC. Ils sont 163 qui étaient concernés par cette audience hier. Mamadou Mota, 14 autres militants du MRC et le reste, ce sont des détenus de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, au départ, ce sont 5 chefs d'accusation qui étaient retenus contre eux. Hier, 4 sont tombés, donc reconnus non coupables de ces 4-là. Ce sont notamment vol, destruction de biens, violence sur d'autres détenus, mais aussi tentative d'évasion. Je crois voir les 4 qui ont été finalement retirés des charges qui pèsent contre eux. Le motif qui est resté, c'est rébellion en groupe. Rébellion en groupe pour lui et toutes les autres personnes qui étaient impliquées dans les mutineries de juillet 2019 à la prison centrale de Yaoundé. Il faut voir que dans la procédure, lorsque le tribunal de première instance de Yaoundé rend la décision, il est possible de l'attaquer devant la cour d'appel d'abord, ensuite éventuellement devant la Cour suprême qui siège en dernier ressort. C'est donc au niveau de la cour d'appel que cette décision a été prise hier et Mamadou Mota bénéficie d'une réduction de peine qui passe de 2 ans à 18 mois, donc de 24 mois à 18 mois. C'est une réduction de 6 mois. Voilà. 6 mois. Donc il devrait sortir début 2020, fin 2020, début de février. Autour de février 2021. Les autres... c'est autour de février 2020 et non janvier. Non. C'est février. Février. Merci. Février 2021. Merci pour le rectificatif. Pour les autres, Ngalim et les autres membres début du décembre. Ils ont été condamnés, leur peine est réduite, je crois, de plus de 6 mois à peu près. En tout cas, c'est autour de 16 et 18 mois pour les autres. Les peines qu'ils doivent désormais remplir. Alors, les situations sont différentes, que ce soit Mamadou Mota ou les autres. Les autres, c'est pour la cour anglophone et autres. Mais il faut voir le délai qu'a pris, le temps qu'a pris la cour d'appel pour se prononcer. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs oui, mais quand c'est comme ça, on prend du temps pour comprendre votre sujet. Vous êtes justement incarcéré. On vous enferme d'abord. Vous ne comparaissez même pas libre. Qui paye les factures après?
Bon, les demandes de mise en liberté, c'est souvent lorsque la peine n'est pas encore prononcée. Oui. Dans ce cas, si la peine était prononcée avant la peine qui a été prononcée par le tribunal de première instance, il y a eu plusieurs demandes effectivement de remise en liberté qui n'ont pas abouti. Lorsque la décision a été rendue, il y a eu dans les délais, les avocats, le collectif des avocats qui défendent ces personnes a introduit l'appel devant la cour d'appel du centre, rendu un bon et due forme, mais il y a eu plusieurs reports. Il y a effectivement des soupçons d'intervention des acteurs politiques, notamment les adversaires du vice-président du MRC et compagnie, qui sont tapis dans l'homme et qui agiraient pour que d'abord ces processus s'allongent et s'allongent indéfiniment, mais également pour qu'ils puissent être hypothéqués au plan de sa participation au processus électoral. Effectivement. Et là, dans ces velléités, Charlemagne Bathiou aujourd'hui, donc on pense que Mamadou Mota, précisément parlant de lui, était un élément gênant pour le processus électoral, notamment concernant les élections législatives et municipales dans la partie septentrionale du Cameroun. Alors, il était important pour eux de prendre Mamadou Mota, de l'incarcérer, de laisser passer bien sûr ce processus électoral. Parlons bien évidemment de l'élection législative et municipale. Et semblerait-il que ce soit le même coup qu'on est en train de vouloir jouer aujourd'hui au professeur Maurice Kamto, le tenir comme cela en résidence surveillée jusqu'à la fin des élections régionales. Alors, si on s'en tient justement à ces allégations ou encore cette analyse-là, est-ce qu'on va justement dire que c'est tellement flagrant que on interpelle le gouvernement à donner justement aux Camerounais la chance de concourir et de s'exprimer en tant que citoyen? Alors, aux questions urgentes de la société. Vous avez déjà la réponse à votre question. Vous avez la réponse même dans votre question, vous avez la réponse. Vous savez que la zone des musulmans chrétiens, si vous voulez, les nordistes chrétiens est une zone, si vous voulez, les nordistes chrétiens représentent véritablement une forte population dans la zone de l'extrême nord. Cette population, à tort ou à raison, nous avait souvent trompé en disant le nord était acquis, l'extrême nord acquis à la cause du parti en place, le nord, l'extrême nord, ils vivent. La venue de Mamadou Mota a quelque peu réveillé, il faut le dire, toutes les sensibilités dans cette partie. Ça a commencé, M. Michel Gatou, depuis qu'il a été élu au poste de vice-président, je pense premier vice-président du MRC. Il a commencé à réveiller ses francs en disant, mais nous dormons, regardez en termes de quotas, l'équilibre régional, regardez en termes de position, regardez, ne vous endormez plus, on vient vous endormir au village. Il est temps que vous vous réveillez, vous représentez énormément sur le point électoral, vous êtes tel chiffre. Il a commencé à réveiller, on va dire, les populations, ses frères dans la zone qui ont dit, hey, attention, nous on n'avait que l'école normale, et c'est véritablement vrai que dans toutes ces zones, la majeure partie sont dans l'école normale, nous n'avons que l'école normale. Comment on va passer le temps à dormir? Nous aussi on aspire. Parmi nous, nous avons des docteurs, mais les docteurs qui sont enseignants de mathématiques, les docteurs qui sont enseignants dans les différents collèges, ils ont commencé à se lever. Il était donc question qu'on réagisse rapidement, sachant que le MRC pouvait rafler véritablement dans cette zone. La personne qu'on a trouvée, excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, nous sommes, on va dire comme ça, dans les réflexions, et on parcourt aussi ce qui est dit, M. Michel Gatou, sur les réseaux sociaux. Il est là, c'est là où on a envoyé apparemment un candidat, ou un candidat qui a peut-être vu, disons-le comme ça aussi très simplement, pour essayer de lever tout équivoque. Je peux me tromper, Cabral Libya a pensé aller occuper cet espace. M. Michel Gatou dans l'extrême nord, c'est là où il balançait directement le PCRN dans cette zone, et étrangement il rafle tout le monde, parce que là, il faut le dire, pourquoi être parti? On sait que dans ce pays, on évolue avec les, comment vous appelez ça, les ramifications, comment on dit aujourd'hui, le MRC, c'est pour les SIF, non, le SIF, c'est pour les, c'est comme ça qu'on parle au Cameroun, l'UDC, c'est pour les, pourquoi être parti, lancer ce parti à l'extrême nord? Mais lorsqu'on se rend compte que véritablement, il a pu grappiller, M. Michel Gatou, l'électorat de ce côté, on lui tire un coup de chapeau, déjà pour ça, il a pu grappiller, on se dit, est-ce que c'est pas l'espace que devait occuper Mamadou Mota, qui
aujourd'hui le PCN est parti surfer sur cette vague et a récupéré. Bon, on va dire qu'il a été accusé pour marche, on l'a arrêté pour marche, on l'a bastillé, on a cherché ici, par là, on a les renvois sur renvoi, renvoi sur renvoi. Après, il y a eu le désordre au niveau de la cellule, au niveau de la prison de Konengi, où il s'est retrouvé à l'intérieur. Mais c'est quand même étrange qu'arrivé à la fin, on le blanchit pour ces 4. Après tout ce temps passé, ce n'était ni la marche, et qu'on se retrouve à le faire. Donc vous vous rendez compte que s'il devra sortir, il fallait tout faire en février 2021. Toutes les échéances électorales seront déjà passées. Il va attendre combien d'années? 5 ans? 6 ans? Et j'ai bien j'ai bien peur et des craintes, connaissant le fonctionnement du système, qu'on les lance des anticipés. Peut-être même avant la période dite, on lance des élections anticipées sur tous les plans encore pour pouvoir capter. Donc vous vous rendez compte qu'à ce niveau, je crois qu'on a fait une lecture et peut-être on a anticipé l'ensemble des actions qu'avait posées le MRC. Mais sachant qu'ils sont des stratèges, qu'ils ont des stratèges à leur tête, j'espère qu'ils sauront comment anticiper pour faire tourner ces obstacles en leur faveur. Merci bien sûr, cher Lamine Bachou. Karine Sontia, vous aussi, hier, vous avez regardé ces femmes du MRC qui sont allées manifester leur douleur devant le siège du parti à Yaoundé, notamment accompagnées par la présidente des femmes du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Thierry Noah, qui s'y retrouvait, la deuxième vice-présidente, et pas mal d'autres femmes. Comment vous analysez le fait qu'aujourd'hui, la police sorte interdire aux femmes de pleurer? C'est quoi cette histoire-là? Elles n'ont pas demandé l'autorisation. L'autorisation pour pleurer des personnes, des enfants qui sont froidement assassinés? Oui. Elles n'ont pas demandé l'autorisation. Au Cameroun, si vous voulez pleurer une mort qui est nationale, demandez l'autorisation. Parce que si vous n'êtes pas la femme du ministre pour drainer des foules derrière vous ou l'épouse du gouverneur, vous n'aurez pas l'autorisation de marcher. Et si vous marchez sans autorisation, on vous interdira. Ça a été le cas ici à Douala au niveau du rond-point d'Aïdo où les femmes ont été obligées à manifester seulement à un seul endroit. Elles n'ont pas pu se mouvoir dans les différents artères justement parce qu'on leur a interdit de manifester. On leur a même dit que si vous voulez manifester, si vous voulez pleurer en public, vous avez l'obligation de déposer une demande d'autorisation pour manifester. Alors qu'au Cameroun, les manifestations n'obéissent qu'à un régime de déclaration. Il n'y a pas ce corrélat-là. Maintenant, à Yaoundé, on a vu les épouses de ministres manifester en tout début de semaine. On n'a pas vu d'interdiction. Par contre, elles étaient protégées par les autorités administratives. On a vu la manifestation à Bamenda, les femmes là qui étaient aussi protégées par les autorités administratives. On a vu pareil à Kumba, mais lorsqu'il s'agit notamment des partis politiques et particulièrement du MSC, je ne sais pas pourquoi, parce que s'ils n'ont pas de poids politique, ils n'ont pas de députés, pas de sénateurs, pas de conseillers municipaux, ils n'ont même rien, même pas un nom quelque part. Pourquoi on les empêche? Ils sont même morts politiquement. Le président est même enfermé chez lui, il ne peut pas sortir. Il peut seulement faire une photo et publier sur Facebook. Pourquoi c'est important de les empêcher de pleurer? Très bien. Dominique Audrey, votre appréciation justement de cette marche, on va dire interdite pour les femmes du mouvement pour la Renaissance du Cameroun hier à Yaoundé? C'était une marche interdite. Bon, non, pour cette lamentation qu'elles ont voulu organiser devant le siège à Oudja. Voilà, parce que quand vous dites marche, les gens ont non, pas de marche, non, pas de marche, voilà, je m'en excuse. C'était simplement des lamentations. Ouais, pourquoi on refuse qu'elle pleure? On refuse qu'elle pleure simplement parce qu'on estime qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a pas de raison qu'elle pleure. Ce sont juste des enfants qui sont morts, c'est tout. Les enfants pourquoi elles veulent faire le bruit? C'est ce qui explique également le silence de la première dame? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ma position, je vous l'ai donnée hier. Dans le communiqué, on vous a dit compassion émue de mon épouse et moi. Moi, je ne sais pas trop ce que vous voulez en plus. Bah oui, c'est une affaire de famille. C'est une affaire d'enfant. Vous n'avez pas encore compris. Si c'était la sienne, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait restée différent. calme comme ça? Ce serait différent. Et ce n'est pas seulement elle. Est-ce qu'il existe un statut de la première dame au Cameroun? Voilà. On la voit un peu partout, non, Charles? Est-ce que ça veut dire que... Voilà. Oui, est-ce que c'est une politicienne? On l'a entendu s'exprimer sur... Pourquoi la ministre des Affaires sociales n'est pas aussi allée là-bas? Voilà. Elle était là-bas. Voilà les personnes qu'on devrait... Ministre de la promotion de la femme et de la famille. Elle est là-bas. Les enfants là ne sont pas de la famille. Voilà. Les enfants là sont les enfants de là-haut. Voilà. Pourquoi voilà les personnes interpellées. Voilà les gens. Voilà les personnes interpellées. Donc on les a premiers d'interpeller ce ministre-là. Merci. Ce n'est pas son travail. Merci. Ce n'est pas son travail. Vous interpellez la fille maternelle, la première dame. Elle a une responsabilité qui est secondaire dans ce qui se passe.
c'est le chef de l'État qui a reçu le mandat populaire. En tout cas, qui est censé l'avoir reçu. Et c'est lui qu'il faut interpeller principalement. Sur le plan humanitaire, oui. On devrait se dire, en tant que mère, comment est-ce qu'elle reste silencieuse quand on sait que partout dans le monde, toutes les femmes sont en train de parler, même le pape même a parlé, des acteurs américains en ont parlé. Aujourd'hui, les artistes camerounais sont en train de parler. Et pourquoi elle ne dit rien? Bon, on ne sait pas, sa fille a parlé, non? Si parce que les artistes camerounais chantent souvent. Mais vous savez que les artistes camerounais sont souvent invités par la première dame pour chanter, la première dame pour chanter. Donc, ça aurait aussi été une occasion. Parce non, que de mes côtés, de moi, c'est la fille a parlé. Elle a parlé. Non, elle a parlé même en premier avant que elle a ce qu'elle avait à dire. Mais bon. Juste dire que la coordonnatrice des femmes du MRC qui a mené la manifestation d'hier, c'est Awa Soumispa. Effectivement. Elle est du Nord-Ouest. C'est pas Tyria Noir. Voilà. Allez, on le disait également, madame, messieurs, on a pas mal de réalités autour de la délégation générale à la sûreté nationale et le ministère de l'administration territoriale qui ont produit leur conclusion hier jeudi au tribunal de première instance de Yaoundé, tandis que le CED n'était pas présent. Et on va justement le dire que au niveau de la police nationale, si vous voulez, la DGSN qui demande bien sûr au juge, simplement, la DGSN a produit les conclusions et a sollicité que le tribunal se déclare incompétent pour résoudre le cas, bien sûr, du professeur Maurice Kamto aujourd'hui, maintenu en résidence surveillée sans réelle notification. Qu'est-ce qui se passe, madame, messieurs, c'est le Cameroun. Regardons. Mais parlons-en, quoi qu'il en soit, peut-être pendant le week-end. Mais allons revoir Consti Lamine qui est à nouveau avec nous ce matin. Et il vient bien sûr nous présenter un produit très important. Von Bio, Consti. Alors, merci donc que tu l'as si bien dit, Michel Gatchou. C'est un produit de santé très très important, très capital, à savoir le Von Bio, cette grande gamme de compléments alimentaires qui de plus en plus donne la vie à notre vie. Ça, il faut le rappeler bien entendu, chers téléspectateurs. Alors ce matin, je tiens, il faut le rappeler, il faut être reconnaissant dans la vie, il faut apprécier et surtout apprendre à être reconnaissant dans la vie, raison pour laquelle ma reconnaissance ce matin va à l'endroit d'un monsieur. C'est un partenaire du concept Salaka, c'est un très grand client du concept Salaka, c'est un fidèle téléspectateur de cette émission, c'est un monsieur qui soutient au quotidien Consti Lamine. Bien entendu, c'est donc l'occasion pour moi de dire merci et bonjour à monsieur Chambelin Kana, du côté bien sûr de Douala, c'est au Cameroun, ce très grand partenaire du concept Salaka. Merci à vous, monsieur Chambelin Kana. Alors, chers téléspectateurs, merci donc de nous accueillir chez vous. Alors, ce matin, nous parlons encore santé, nous parlons bien-être, nous parlons du Von Bio, de la grande gamme Von Bio. Nous allons commencer tout d'abord par le lait de toilette. Ce lait de toilette qui permet d'embellir votre peau, ce lait de toilette qui permet de nourrir, ce lait de toilette qui permet de protéger votre peau, ce lait de toilette qui est conseillé aux diabétiques. Von Bio Lotion. Oui, Von Bio Lotion est bien entendu ce lait de toilette qui donne vie à votre peau. Donc, chers téléspectateurs, chers diabétiques, plus besoin de prendre n'importe quoi. Vous avez un lait de toilette uniquement pour vous qui est en vente actuellement à 5 500 francs au lieu de 6 000 à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui va se célébrer le 14 novembre prochain. Donc, vous avez encore jusqu'au 15 novembre 2020 pour acheter le lait de toilette Von Bio Lotion à 5 500 francs au lieu bien sûr de 6 000. À côté bien sûr de Von Bio Lotion, on a également le Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire qui permet bien entendu de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir vos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser votre tension. Et en ce moment, vous l'avez à 5 500 francs, cette boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Le prix normal est de 6 000. Le prix de la double réduction à l'occasion de la journée mondiale du diabète est de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et bien entretenez que c'est une gélule par jour pendant le repas. Les numéros de téléphone, vous les avez pour ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit le Von Bio Lotion, que ce soit le Von Bio Détox pour se désintoxiquer l'organisme, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep.
tous ces vins bio sont en vente du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors n'oubliez surtout pas, chers téléspectateurs, il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires. Ça donne de l'énergie, la bonne humeur. On n'a pas besoin d'être malade, on n'a pas besoin d'être diabétique pour consommer les compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est le week-end. J'interpelle tous ceux-là qui vont faire les déplacements dans les villages, dans les campagnes, bien vouloir prévoir les ventes bio oméga 3 à vos grands-parents, à vos amis, à vos connaissances. Et parmi ceux-là, merci une fois de plus à monsieur Chambelin Kana. Ce monsieur, chaque fois qu'il va à l'ouest, il achète autant de ventes oméga 3 qu'il offre au village. N'oubliez pas également la pommade contre les hémorroïdes. Elle est toujours en vente au magasin 1001 tapis au prix promotionnel. Nous vous remercions, Constilamine. Merci encore. Merci à vous. Très bon week-end à Charlamagne Batchou, à Karine Sontia, à vous également, Dona Brice Kamgang et à Dominique Audrey Oyengelek. Tout en vous souhaitant à vous, madame, monsieur, de passer aussi un très bon week-end. Mais on reste encore là à regarder ce qui va se passer ce week-end avec ces enfants disparus, ces 7 enfants. Mais surtout, nous invoquons la paix et nous convoquons la paix, le dialogue au Cameroun, un dialogue inclusif pour un retour à la paix dans le Nozo. À lundi, 10h.